Je suis entré dans ma chambre et je me suis figé. Mon mari était en poing-vétré dans les draps avec la meilleure amie de ma fille. Mais ce qui m'a anéanti, ce n'était pas leur trahison. C'était la façon dont elle m'a regardé et a souri. Je n'ai pas crié. Je me suis juste retourné et j'ai fermé la porte. Le lendemain matin, ils se sont réveillés face à quelque chose qu'aucun d'eux n'avait vu venir. La clé a tourné avec un bruit de verre brisé. Je me souviens de ça, du clic métallique qui a divisé ma vie en avant et après. Ma main sur la poignée de porte en laiton, froide, si froide qu'elle me brûlait. Et la façon dont les charnières ont chuchoté quand j'ai poussé. Pas un grincement, un chuchotement, comme si la maison elle-même essayait de m'avertir. Essayant de me dire de faire demi-tour, de redescendre, de préserver la vie que je pensais avoir pour un dernier moment béni d'ignorance. Mais je ne l'ai pas fait. La porte s'est ouverte. L'air m'a frappé en premier. Épais, chaud, portant l'odeur de son eau de Cologne, mélangée à quelque chose de floral et de jeune. Son parfum, celui que j'avais complimenté il y a à peine 3 semaines quand elle l'avait porté à notre brunch du dimanche. Quel parfum charmant, avais-je dit en lui souriant de l'autre côté de la table, tandis que ma fille rayonnait à côté de sa meilleure amie. Heureuse que nous nous entendions tous si bien. La lumière de l'après-midi filtrait à travers la fenêtre de la chambre, dorée et douce, peignant tout de mensonges couleur miel. Des grains de poussière dansaient dans le rayon. Je les ai regardés flotter en suspension et j'ai pensé absurdement, n'est-ce pas magnifique? Puis je les ai vus, mon mari, Logan, 46 ans, grisonnant aux tempes de cette manière distinguée qui m'avait fait tomber amoureuse de lui lors d'un dîner il y a 19 ans. Son dos tourné vers moi, les épaules que j'avais massées d'innombrables nuits lorsque le stress du travail nouait ses muscles, la peau que j'avais tracée dans le noir. Et elle. Madison, 24 ans, la meilleure amie de ma fille depuis l'université, la fille qui avait passé des Noëls à notre table, qui avait pleuré sur notre canapé à cause de mauvaises ruptures pendant que je lui préparais du thé, qui m'avait appelé ça, deuxième maman, avec une sincérité si apparente que cela m'avait gonflé le cœur. Ils étaient sur le lit que j'avais fait ce matin-là. Les draps, en coton égyptien, 800 fils, l'ensemble que je m'étais offert pour notre anniversaire, étaient enroulés autour d'eux comme des complices. Le temps a fait quelque chose d'étrange. Il s'est étiré et s'est comprimé comme un poumon luttant pour respirer. Je ne pouvais pas bouger, pas parler, pas même traiter correctement ce que je voyais parce que mon cerveau essayait de réécrire la scène en quelque chose d'acceptable, d'explicable. Peut-être un malentendu. Peut-être que c'est un malentendu. Peut-être. Elle a tourné la tête. Madison. Elle m'a regardé directement. Nos regards se sont croisés à travers la pièce, à travers les débris de mon mariage, à travers le canyon qui venait de s'ouvrir dans ma poitrine, et elle a souri. Pas un hoquet, pas un choc, pas de honte ou d'horreur ou la bousculade frénétique de quelqu'un pris à faire quelque chose d'impardonnable. Un sourire, si délibéré, se courbant au coin de ses lèvres comme de la fumée. Ses yeux bleus, les yeux de la meilleure amie de ma fille, les yeux que j'avais regardés avec confiance et affection, ont tenu les miens avec quelque chose qui a transformé mon sang en eau glacée. Victoire. C'est ce que disait le sourire. C'est ce qu'il signifiait. J'ai gagné. Avant de continuer, veuillez écrire dans les commentaires de quel pays vous regardez cette vidéo. Nous aimons savoir d'où notre famille mondiale nous suit. Et si c'est votre première fois sur cette chaîne, veuillez vous abonner. Votre soutien nous aide à apporter encore plus de récits de vengeance épique de la vie. Bonne écoute. Il y a 6 semaines, la vie était normale. C'est ce à quoi je reviens sans cesse les nuits où je ne peux pas dormir, c'est-à-dire la plupart d'entre elles maintenant. À quel point tout semblait complètement, totalement, dévastateurement normal. Comment les détails banals de l'existence continuaient leur marche régulière alors que le sol sous moi s'effritait déjà. Logan et moi étions mariés depuis 18 ans, ensemble depuis 19. Nous nous sommes rencontrés quand j'avais 23 ans et que je croyais encore au genre d'amour dont parlent les chansons. Il avait 28 ans, confiant, prospère dans l'immobilier commercial, avec un rire qui remplissait les pièces et une façon de me regarder qui me faisait sentir comme la seule femme au monde. Pendant des années, j'ai été la seule femme dans son monde. Du moins, c'est ce que je croyais. Nous avons construit une vie, une belle vie. Nous avons eu Marlène quand j'avais 25 ans, une fille avec mes cheveux noirs et ses yeux verts, intelligente et gentille et tout ce que nous aurions pu espérer. Nous avons acheté une maison dans un quartier avec de bonnes écoles et des rues bordées d'arbres. Je travaillais comme graphiste indépendante à la maison, ce qui signifiait que je pouvais être là pour Marlène tout en maintenant ma carrière,
mon identité au-delà de la maternité. Nous étions heureux, n'est-ce pas? C'est la question qui me hante maintenant. Fouillant dans les décombres de mes souvenirs comme on cherche des survivants dans les décombres. Étions-nous vraiment heureux? Ou avais-je simplement été doué pour me dire que nous l'étions? La distance s'est installée si progressivement que je ne l'ai pas remarqué. Ou peut-être que je l'ai remarqué et que j'ai choisi de ne pas la voir. Ça a commencé petit. Logan rentrant plus tard du travail. Raisonnable. Il concluait de grosses affaires. Le marché était compétitif. Son téléphone inclinait loin de moi quand il vérifiait ses messages. Compréhensible. Confidentialité des clients. Des trucs de travail ennuyeux qui ne m'intéresseraient pas de toute façon. La façon dont il se douchait immédiatement en rentrant, avant même de me saluer correctement. Naturel. Il aimait se laver de la journée. Il l'avait toujours fait. De petites choses, de minuscules choses, des choses que toute épouse raisonnable et confiante expliquerait. Et je l'ai fait. Mon Dieu, je l'ai fait. Tout va bien, demandai-je au dîner. Bien, juste le stress du travail. Il souriait, tendant la main sur la table pour serrer la mienne. Rien à craindre. Alors je ne m'inquiétais pas. J'ai étouffé la petite voix qui chuchotait, quelque chose ne va pas, et je me suis concentré sur la vie que nous avions construite. Marlène venait d'obtenir son diplôme universitaire et vivait en ville, commençant sa carrière dans le marketing. L'entreprise de Logan était florissante. Nous prévoyions un voyage en Italie pour notre 20e anniversaire l'année prochaine. Nous avions des amis de couple, des plans de week-end, des blagues privées qui s'étalaient sur des décennies. Nous allions bien. Jusqu'à ce que Madison commence à venir plus souvent. Marlène et Madison étaient inséparables depuis leur 2e année d'université. Madison venait d'un milieu difficile. Des parents qui ont divorcé, une mère qui a déménagé hors de l'État et qui gardait à peine le contact. Elle s'est attachée à notre famille avec l'intensité de quelqu'un qui a faim de stabilité. Et je l'ai accueillie. J'avais de la peine pour cette fille qui avait eu une main si difficile. Je voulais lui apporter la chaleur maternelle qui lui avait été refusée. « Ta mère est incroyable », disait-elle à Marlène juste devant moi, sa voix douce comme le miel. « Tu as tellement de chance. » Je souriais, réchauffé par le compliment, sans jamais voir ce que c'était vraiment, un arpentage du territoire. Elle a commencé à passer même quand Marlène n'était pas à la maison. J'étais dans le quartier, disait-elle, tout soleil et innocence. J'ai pensé dire bonjour. Logan était à la maison ces après-midi-là, travaillant depuis son bureau à domicile. Et je nous préparais du café à tous les trois, je discutais de sa recherche d'emploi, j'offrais des conseils sur la navigation dans le monde des adultes, jouant le mentor, la mère, l'idiote. Madison est une fille adorable, a dit Logan un soir après son départ. Elle l'est, ai-je convenu en chargeant le lave-vaisselle. Elle a eu la vie dure. Je suis contente que nous puissions être là pour elle. Il est venu derrière moi, a enroulé ses bras autour de ma taille. Un geste rare ces derniers temps. Je me suis penché en arrière contre lui, reconnaissante de l'affection. Tu as un si bon cœur, a-t-il murmuré dans mes cheveux. Je me souviens d'avoir souri. Je me souviens de m'être senti aimé. Maintenant, je m'en souviens différemment. Maintenant, je sais ce qu'il pensait vraiment en me tenant. Maintenant, je comprends que chaque moment tendre était devenu une performance. Que j'aimais un fantôme alors qu'il était déjà ailleurs avec quelqu'un d'autre. Les signes se sont multipliés. Une nouvelle eau de Cologne, plus épicée que d'habitude. J'ai pensé essayer quelque chose de différent, a-t-il dit quand je l'ai commenté. L'abonnement à la salle de sport qu'il a soudainement commencé à utiliser religieusement. Je me remets en forme, a-t-il expliqué en se tapotant le ventre. On ne rajeunit pas, la façon dont il inclinait son téléphone loin de moi pendant le dîner, les doigts volants sur le clavier avec le genre d'attention concentrée qu'il me réservait autrefois lors de nos conversations. « À qui tu écris ?» ai-je demandé une fois, en essayant de garder ma voix légère, décontractée, ne voulant pas être « cette femme ». Juste à Mike à propos de l'affaire Thompson. Mike était son partenaire commercial. L'affaire Thompson était réelle. L'explication était plausible. Je voulais le croire, alors je l'ai cru. 3 semaines avant que j'ouvre cette porte de chambre, Marlène a invité Madison à un brunch du dimanche. Nous sommes allés dans un nouvel endroit en ville, tout en briques apparentes et tout artisanal. Marlène était excitée par une possibilité de promotion.
Madison venait de commencer un nouvel emploi de coordinatrice des réseaux sociaux. Logan était de bonne humeur, blaguant et engagé d'une manière qu'il ne l'avait pas été depuis des mois. Je me souviens avoir pensé, c'est bien. C'est nous qui revenons à la normale. Madison portait un parfum floral ce jour-là. Léger, féminin, printanier. Quand elle m'a serré dans ses bras pour me dire bonjour, j'ai senti pleinement l'odeur. Quel parfum charmant, ai-je dit. Qu'est-ce que c'est? Jo Malone, a-t-elle dit. Pivoine et blush Suède. C'est magnifique. Elle m'a souri. Puis elle a regardé Logan. Juste un éclair de regard, là est parti si vite que je l'ai presque manqué. Mais je ne l'ai pas manqué. Et même alors, même avec cette petite sonnette d'alarme qui sonnait quelque part au fond de ma conscience, je l'ai expliqué. Elle était jeune. C'était un bel homme plus âgé. Il était naturel pour elle de chercher l'approbation masculine, surtout compte tenu de son père absent. Cela ne signifiait rien. Je me suis répété cela comme un mantra, comme une prière, comme si en le disant assez de fois, cela deviendrait vrai. 2 semaines avant la porte, Logan est rentré avec des fleurs. Des lys, mes préférées. Pas d'occasion spéciale. Juste comme ça. C'est pourquoi, ai-je demandé, sincèrement ravi. Ai-je besoin d'une raison pour acheter des fleurs à ma femme? Il m'a embrassé. Vraiment embrassé, comme il le faisait avant. Et cette nuit-là, nous avons fait l'amour. Et pendant ces brefs moments, j'ai pensé que nous avions tourné une page. Que la distance qui s'était creusée entre nous se refermait. Que nous nous retrouvions. Je me suis endormi avec son bras autour de moi, me sentant en sécurité pour la première fois depuis des mois. Je ne savais pas que les lys sont aussi des fleurs funéraires. Je ne savais pas que je dormais à côté d'un étranger portant le visage de mon mari. Une semaine avant, j'ai remarqué une notification de texto sur son téléphone pendant qu'il était sous la douche. Le téléphone était face vers le haut sur le comptoir de la cuisine. Je ne fouinais pas. Il était juste là. L'aperçu sur l'écran de verrouillage disait « J'ai hâte d'être à demain ». Même heure. Pas de nom, juste un numéro de téléphone. Ma main a plané au-dessus du téléphone. Chaque instinct me criait de le déverrouiller, de regarder, de savoir. Mais je ne pouvais pas, parce que regarder signifierait que je ne lui faisais pas confiance. Regarder signifierait que je pensais que mon mari était capable de. Je n'ai pas regardé. Je me suis éloigné. Qui t'envoie un texto pour demain, ai-je demandé quand il est sorti de la douche, une serviette autour de la taille, les cheveux dégoulinants. Demain? Il a semblé confus, puis. Oh, probablement Mike. Nous rencontrons un investisseur potentiel. Le message semblait décontracté pour des affaires. Il a ri. Mike est un gars décontracté. Tu le sais. Je le savais. Mike était décontracté. L'explication avait du sens. J'ai laissé tomber. Ce soir-là, Logan a dit qu'il devait travailler tard le lendemain. Cet investisseur n'est disponible qu'après les heures de bureau, a-t-il expliqué. Je ne serai peut-être pas à la maison avant 9 ou 10 heures. D'accord, ai-je dit. Ça ne me dérange pas, bien sûr que non. Le travail, c'est le travail. Il m'a embrassé sur le front. Tu es la meilleure. Le jour du jour qui deviendrait, ce jour-là. Le jour qui me diviserait à jamais. Je me suis réveillé avec un mal de tête. Un de ces maux de tête de tension qui commencent à la base du crâne et s'enroulent autour de votre tête comme un étau. J'en avais plus fréquemment. Le stress. Je me suis dit que c'était juste le stress. Marlène a appelé ce matin-là. Maman, je peux passer plus tard? Je veux te montrer des options de meubles pour mon appartement. Je serai à la maison toute la journée. Viens quand tu veux. Je t'aime. Je t'aime aussi, ma chérie. Logan est parti travailler à 8 heures. M'a embrassé pour me dire au revoir. À ce soir. Bonne chance avec l'investisseur. Merci, chérie. Puis il s'est précipité et est parti travailler parce qu'il était déjà en retard. J'ai travaillé toute la matinée. Une refonte de logo pour un hôtel de charme. Le travail était bon, engageant, mais je ne pouvais pas me concentrer. Mon mal de tête persistait. Vers 14 heures, Marlène a de nouveau appelé. Et, maman. Je suis vraiment désolé. Quelque chose est arrivé au travail.
On peut faire le truc des meubles demain à la place. Bien sûr, ma chérie. Demain, ça marche. Tu es la meilleure. Je t'aime. Je t'aime. 15 heures, mon mal de tête était pire. J'ai décidé de rentrer chez moi pour me reposer. J'ai fait mes bagages et je suis parti. Je suis rentré et je suis monté pour m'allonger un peu. Peut-être que ça passerait en dormant. J'ai pris 2 aspirines, j'ai mis des vêtements confortables. Je me dirigeais vers la chambre d'amis, je ne voulais pas défaire notre lit bien fait quand je l'ai entendu. Un bruit de notre chambre. Un son doux. Presque rien. Le genre de son qu'on ignore normalement. Mais je ne l'ai pas ignoré. Je me suis tenu dans le couloir, la tête penchée, à l'écoute. Mon cœur a commencé à battre plus vite sans savoir pourquoi. Un autre son. Certainement de notre chambre. Peut-être que Logan est rentré tôt. Peut-être qu'il est malade. Peut-être. J'ai marché jusqu'à la porte, j'ai posé ma main sur la poignée. La clé a tourné avec un bruit de verre brisé. On dit que dans les moments de traumatisme extrême, le temps ralentit. Que votre cerveau traite tout en hyperdétail comme une sorte de mécanisme de survie évolutif. Combat ou fuite. Sauf que je ne pouvais pas combattre et je ne pouvais pas fuir. Je ne pouvais que rester là, figé sur le pas de la porte, pendant que mon monde entier s'effondrait au ralenti. Logan a tourné la tête, m'a vu, son visage. Je l'ai regardé se transformer à travers une douzaine d'émotions en l'espace d'un battement de cœur, la peur, la culpabilité, le calcul. Le calcul était en quelque sorte pire que tout le reste. Claire, mon nom dans sa bouche sonnait comme un mensonge. Mais Madison n'a pas bougé, sauf pour tourner la tête et sourire. Ce sourire. J'ai tout compris dans ce sourire. Chaque question sans réponse que j'avais eu trop peur de poser. Chaque instinct que j'avais réprimé. Chaque doute que j'avais expliqué. Chaque petite trahison qui avait pavé la route jusqu'à ce moment. Elle savait que je rentrerais. Elle avait prévu ça. Ce n'était pas un accident sur lequel j'étais tombé. C'était une performance, et j'étais le public visé. Le son qui est sorti de ma gorge n'était pas un cri. C'était plus petit que ça. Plus silencieux. Un son comme quelque chose qui se brise sous l'eau, comme la noyade. J'ai reculé d'un pas, Claire, attends. Logan se relevait en catastrophe, cherchant des vêtements, des excuses, n'importe quelle version de cela qui n'était pas exactement ce que c'était. J'ai fermé la porte, je suis resté dans le couloir, mes mains toujours sur la poignée, mon corps tremblant si fort que je ne pouvais pas dire où je finissais et où le tremblement commençait. Des pas derrière la porte. Un mouvement frénétique, des voix basses, sa voix paniquée, la sienne calme. Je me suis éloigné, descendant les escaliers. Chaque marche semblait se faire à travers l'eau, à travers le béton, à travers une substance plus lourde que la réalité. Ma main sur la rampe. Je me suis concentré là-dessus. Le bois lisse sous ma paume. Quelque chose de solide. Quelque chose de réel. La porte d'entrée. Je l'ai atteinte, j'ai posé ma main dessus, puis je me suis arrêté. Où irais-je? C'était ma maison, mon foyer. Depuis 18 ans. C'était mon sanctuaire, mon lieu sûr, la structure qui maintenait ma vie ensemble. Et il l'avait amené ici, dans notre lit. Le lit où nous avions fait l'amour, où nous nous étions tenus dans nos bras pendant les cauchemars, où je l'avais soigné pendant la grippe, où il m'avait tenu la nuit de la mort de mon père, me laissant sangloter contre sa poitrine jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de larmes. Ce lit. Je me suis retourné, je suis allé à la cuisine, j'ai rempli un verre d'eau, avec des mains qui tremblaient si fort que l'eau s'est renversée sur le comptoir. J'ai essayé de boire, je ne pouvais pas avaler, j'ai posé le verre. La cuisine avait exactement la même apparence que ce matin. Le soleil par la fenêtre. La cafetière que j'avais utilisée il y a des heures. La liste de courses sur le réfrigérateur, de ma main. Lait, pain, blanc de poulet, lessive. Tout semblait si criminellement normal. J'ai entendu la porte de la chambre s'ouvrir à l'étage. Des pas qui descendaient. Je suis resté très immobile. Logan est apparu, habillé maintenant, les cheveux en désordre. Son visage. Je ne pouvais pas regarder son visage. Je ne pouvais pas supporter de voir les traits que j'avais aimés pendant 19 ans tordus en l'expression de cet étranger. Claire. Sa voix tremblait. S'il te plaît, laisse-moi t'expliquer.
Expliquer. Le mot est sorti plat. Que ce n'est pas. Ce n'est pas, il a passé ses mains dans ses cheveux. Ce geste que j'avais toujours trouvé attachant. Mon Dieu. Claire. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. Madison est descendue derrière lui, entièrement habillée, calme. Ses cheveux étaient légèrement en désordre, mais sinon elle avait l'air parfaitement calme. Comme si elle venait d'une visite décontractée. Comme si elle n'avait pas juste fait exploser une bombe au centre de ma vie. Elle m'a regardé. Claire, je pense que je devrais y aller. Tu penses? Les mots sont sortis plus secs que je ne le voulais, plus secs que je n'avais jamais parlé à personne. Tu penses que tu devrais y aller? Elle a eu la grâce de baisser les yeux, mais seulement pour un instant. Quand elle a relevé les yeux, il y avait autre chose dans son expression. Pas de la honte, quelque chose de plus dur, de plus délibéré. Je suis désolé que tu aies dû la prendre de cette façon. De cette façon. Pas désolé pour ce qu'elle avait fait. Désolé pour la façon dont je l'avais découvert. Comme s'il y avait une meilleure façon de trouver son mari au lit avec la meilleure amie de sa fille. Comme s'il y avait une méthode polie et indolore pour se faire déchirer la vie. Sors de ma maison. Ma voix semblait étrange, distante, comme si elle appartenait à quelqu'un d'autre. Elle s'est dirigée vers la porte, délibérément, sans se presser avec honte, mais en marchant à pas mesurés. Sur le seuil, elle s'est arrêtée. S'est retournée. Marlène n'a pas besoin de le savoir, a-t-elle dit doucement. On peut garder ça entre nous. L'inquiétude dans sa voix semblait sincère. Elle l'était peut-être même. Mais c'était aussi stratégique, calculé. Un coup d'échec déguisé en compassion. Comme c'est gentil de ta part, ai-je dit, de penser aux sentiments de ma fille. Elle a tressailli. Enfin, une fissure dans son sang-froid. Puis elle est partie. Logan et moi étions dans la cuisine. Mari et femme. Deux personnes qui s'étaient promis l'éternité devant tout ce qu'elles aimaient, qui avaient construit une vie, élevé un enfant, traversé des tempêtes et célébré des triomphes, et s'étaient tellement entremêlés que je les croyais inséparables. Mais nous n'étions plus des personnes. Nous étions une scène de crime. La preuve de quelque chose de terrible. Tu es si dégoûtant. As-tu déjà pensé aux sentiments de ta fille? Depuis combien de temps ça dure, Logan, ai-je demandé. Il a fermé les yeux. Claire. Depuis combien de temps? 3 mois. 3 mois. 90 jours. 12 semaines de mensonges, de lui m'embrassant pour me dire au revoir le matin et bonjour le soir. De nous dînant ensemble, regardant la télévision, discutant de la carrière de Marlène, de la clôture cassée à réparer et de la couleur à peindre pour la salle de bain des invités. 3 mois de lui me touchant en pensant à une jeune fille assez âgée pour être sa fille. De faire l'amour avec moi en se souvenant d'elle, de dormir à côté de moi en rêvant de quelqu'un d'autre. Ou. Ma voix était mécanique maintenant, comme si je menais une interview, collectant des données. À part ici. Ou d'autres? Est-ce que ça a de l'importance? Oui. Il s'est effondré sur une chaise de cuisine, la tête dans les mains. Des hôtels. Son appartement. Le bureau quelquefois. Le bureau. Son bureau où je lui avais apporté le déjeuner, où je l'avais surpris le jour de son anniversaire avec son sandwich préféré et un cupcake avec une bougie. Elle était probablement là ce jour-là. Probablement cachée. Ou peut-être pas cachée. Peut-être effrontément présente pendant que je jouais l'épouse dévouée. Avez-vous ri, ai-je demandé. Il a levé les yeux. Quoi? Avez-vous ri de moi? Vous deux. Pensiez-vous que j'étais stupide? Naïve? Une idiote? Non. Mon Dieu, non. Claire, je n'ai jamais. Il s'est levé, s'est dirigé vers moi. J'ai reculé si vite que j'ai heurté le comptoir. Ne me touche pas, il s'est figé. J'ai vu des larmes dans ses yeux. De vraies larmes. Il pleurait. Pourquoi? Son erreur? Sa culpabilité? Ou juste parce qu'il s'était fait prendre? Je t'aime, a-t-il dit. Je sais que tu ne me crois pas en ce moment, mais c'est vrai. Je t'aime. Cette histoire avec Madison, c'était une erreur. Une terrible, horrible erreur. Mais ça ne change rien à ce que je ressens pour toi. Erreur. 3 mois était une erreur.
Une erreur, c'est oublier d'acheter du lait. Appeler quelqu'un par le mauvais nom. Ce n'était pas une erreur. C'était un choix. Sans choix. Un millier de petites décisions qui, toutes additionnées, ont abouti à une trahison. Pourquoi? Le mot s'est brisé au milieu. Pourquoi elle? Je ne sais pas, ce n'est pas suffisant. Claire, je ne sais pas. Elle était jeune, elle me prêtait attention, j'ai été flatté et stupide. Et, il a pressé ses mains sur son visage. Il n'y a pas de bonne réponse. Il n'y a aucune raison qui rende ça acceptable. Avez-vous utilisé une protection? La question est venue d'un endroit clinique. Une partie de moi qui comprenait que je devais savoir mais ne pouvait pas entièrement traiter pourquoi. Il a hoché la tête. Oui, toujours. Comme c'est attentionné. Le rire qui m'a échappé semblait déséquilibré. Tu as mis ma santé en danger, mais au moins tu as utilisé une protection. Quel gentleman. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. Désolé. Le mot que les gens disent quand ils vous bousculent sur le trottoir. Quand ils sont en retard pour le dîner. Quand ils cassent accidentellement un verre. Pas quand ils brisent des vœux. Des cœurs. Des familles. L'aimais-tu? Je devais savoir. Je devais comprendre si je l'avais perdu pour quelque chose de réel ou juste pour le frisson de quelque chose d'interdit. Non. Ne me mens plus, Logan. S'il te plaît, juste cette fois. Ne mens pas, il a rencontré mes yeux. Je ne l'aimais pas. C'était physique, excitant, tous les terribles clichés que tu lis. Mais je ne l'aimais pas. Je t'aime. Passé et présent, tout emmêlé. Il ne l'aimait pas. Il m'aimait. Les deux déclarations réussissant à être à la fois vraies et complètement dénuées de sens. Pas, c'est tout, ai-je dit. Claire. Sors de ma maison. Sors tout de suite ou je jure devant Dieu que j'appellerai la police et je leur dirai que tu es un intrus. C'est aussi ma maison. Alors je partirai. Je ferai une valise et je partirai, et tu pourras rester ici, dans notre lit où tu l'as amené, et réfléchir à ce que tu as fait. S'il te plaît, parlons-en. Trouvons une solution. Il n'y a rien à trouver. Ma voix s'est élevée enfin, toute la torpeur se fissurant pour révéler la rage en dessous. Tu as amené la meilleure amie de ma fille dans notre lit. Tu nous mens, à moi et à notre fille, depuis 3 mois. Tu m'as regardé dans les yeux chaque jour et tu as menti. Qui a-t-il à trouver? Si tu peux me pardonner. L'audace. La pure audace a coupé le souffle. Comme si le pardon n'était qu'un interrupteur que je pouvais actionner. Comme si 19 ans d'amour et de confiance pouvaient contrebalancer 3 mois de trahison et que nous pourrions revenir au réglage d'usine. Je ne sais pas, ai-je dit honnêtement. Je ne sais pas si je peux te pardonner. Je ne sais pas si je veux te pardonner. Je ne sais rien en ce moment, sauf que je ne peux pas te regarder. Où veux-tu que j'aille? Je m'en fiche. Chez un ami, à ton bureau. Dors dans la rue, ça m'est égal. Il a hoché la tête lentement, vaincu. Il s'est dirigé vers les escaliers. Je l'ai entendu faire ses valises dans la chambre. La chambre. Notre chambre, dans laquelle je ne pourrais plus jamais entrer sans les voir. Je suis resté dans la cuisine et j'ai senti ma vie se réorganiser. Tout ce que je pensais solide s'est révélé être construit sur du sable. 19 ans s'écoulant comme de l'eau entre mes doigts. Il est redescendu avec une valise, s'est arrêté près de la porte. Je t'appellerai, a-t-il dit. Je n'ai pas répondu. Je t'aime, Claire. S'il te plaît, crois-le. Puis il est parti. La maison est tombée dans le silence. Un silence complet, dévastateur. Le genre de silence si lourd qu'il a un poids. Il m'a écrasé jusqu'à ce que je ne puisse plus respirer. Je me suis assise sur le sol de la cuisine, non pas parce que je le voulais, mais parce que mes jambes ont cessé de fonctionner. Je suis restée assise là, sur le carrelage froid de la maison que j'avais transformé en foyer, et j'ai essayé de pleurer. Rien n'est venu. Les larmes ne venaient pas. Peut-être que j'étais trop sous le choc. Peut-être que mon corps avait épuisé sa capacité à ressentir. Peut-être que j'étais allé au-delà des larmes, à un endroit où il n'y avait que de l'engourdissement et la rediffusion au ralenti du sourire de Madison. Ce sourire. J'ai fermé les yeux et je l'ai revu. La courbe de ses lèvres, le regard dans ses yeux.
Pas de culpabilité, pas de honte. Triomphe. Elle voulait que je voie. Elle avait tout orchestré. Le timing du départ de Marlène, la porte de la chambre non verrouillée, peut-être même les petits bruits qui m'avaient attiré à l'étage. Elle voulait que j'entre. Mais la question tournait dans mon esprit comme un vautour. Pourquoi voudrait-elle ça? Qu'est-ce qu'elle gagnait à ce que je sache? Et puis lentement, horriblement, j'ai commencé à comprendre. Elle voulait prendre ce qui était à moi. Pas seulement Logan, pas seulement la liaison. Elle voulait prendre ma place, ma vie, entrer dans le rôle que j'occupais et prouver qu'elle pouvait le faire mieux, plus jeune, plus désirable, plus vitale. Elle voulait que je la voie gagner. Je ne sais pas combien de temps je suis resté assise là. Des minutes, des heures. La lumière à travers la fenêtre est passée de l'après-midi au soir. Mon téléphone a vibré plusieurs fois. Je ne l'ai pas vérifié. Finalement, je me suis levé. Mon corps me faisait mal comme si j'avais été battu. J'ai traversé la maison comme une étrangère, voyant tout différemment maintenant. Les photos sur le mur, notre mariage, les vacances d'enfance de Marlène, les fêtes, les moments ordinaires qui avaient semblé précieux. Tout avait l'air de mensonge. Dans le salon, il y avait une photo de nous quatre du dernier Thanksgiving. Moi, Logan, Marlène et Madison. Madison avait passé la fête avec nous parce que sa mère avait déménagé en Arizona et son père la passait avec sa nouvelle famille. Nous l'avions accueilli, fait de la place à notre table. Je lui avais donné la recette de sauce aux canneberges de ma grand-mère. Sur la photo, la main de Logan était sur ma taille. Madison se tenait à côté de lui. Proche. Pas de manière inappropriée. Proche. J'ai regardé de plus près son visage, le léger angle de son corps, où ses yeux étaient fixés. Pas sur l'appareil photo. Sur elle. Comment n'avais-je pas vu? Comment avais-je pu être si aveugle? Ou peut-être que je n'étais pas aveugle. Peut-être que j'avais vu et que j'avais choisi de ne pas voir. Parce que voir aurait signifié reconnaître quelque chose de trop terrible pour être réel. Mon téléphone a de nouveau vibré. J'ai finalement regardé. 11 appels manqués de Logan. 6 textos. S'il te plaît, parle-moi. Je suis au Marriott en ville. Claire, s'il te plaît. Je te laisserai de l'espace, mais nous devons parler à un moment donné. Je suis désolé. Je sais que ce n'est pas suffisant, mais je le suis. Je t'aime. Je les ai supprimés sans répondre. 2 textos de Marlène. Et, maman. Toujours partante pour demain. Je t'aime. Marlène. Ma fille qui aimait Madison comme une sœur, qui n'avait aucune idée que sa meilleure amie couchait avec son père, qui leur faisait entièrement confiance à tous les deux. Comment allais-je le lui dire? Mes mains ont recommencé à trembler. Je ne pouvais pas le lui dire. Comment pourrais-je le lui dire? Comment pourrais-je lui mettre ce fardeau sur les épaules? Comment pourrais-je la faire choisir entre son ami et son père? Comment pourrais-je briser sa vision du monde comme la mienne venait d'être brisée? Je ne pouvais pas. Mais je devrais le faire à un moment donné. Parce que Madison travaillait avec Marlène. Elle se voyait constamment. Elle prévoyait un voyage entre filles le mois prochain. Madison était tissée dans la vie de Marlène aussi complètement qu'elle l'avait été dans la mienne. J'ai répondu, oui, demain ça marche. Je t'aime aussi, ma chérie. Les mensonges commençaient déjà. La performance de la normalité, la protégeant jusqu'à ce que je trouve comment expliquer l'inexplicable. Un autre texto est arrivé. Numéro inconnu. Claire, c'est Madison. Je sais que tu ne veux pas avoir de mes nouvelles, mais je voulais te dire que je suis vraiment désolé. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. S'il te plaît, ne le dis pas à Marlène. Ça la détruirait. J'ai fixé le message. Le culot. Elle s'inquiétait que Marlène soit détruite. Elle qui avait passé 3 mois à coucher avec le père de Marlène. Elle qui m'avait souri comme une victorieuse pendant que mon monde s'effondrait. J'ai répondu, tu voulais me faire du mal. C'est pour ça que tu as fait en sorte que j'entre. 3 points sont apparus, ont disparu, sont réapparus. Je sais que tu dois me détester en ce moment. Tu as tout à fait le droit. Mais Marlène ne mérite pas de perdre à la fois sa meilleure amie et le mariage de ses parents pour ça. Sa meilleure amie et le mariage de ses parents. Comme si ces deux choses étaient équivalentes.
Comme si l'amitié de Madison avait autant de valeur que 18 ans de mariage. Tu aurais dû y penser avant de coucher avec son père. Je l'ai fait. Mais c'est arrivé quand même. Les gens font des erreurs. Ce mot encore. Erreur. Comme si c'était accidentel. Oups. J'ai trébuché et je suis tombé dans le lit de votre mari. Mes excuses. J'ai jeté mon téléphone à travers la pièce. Il a heurté le mur avec un craquement satisfaisant, mais ne s'est pas cassé. Bien sûr qu'il ne s'est pas cassé. Rien n'était aussi simple. Le lendemain matin, je me suis réveillé sur le canapé, toujours dans les vêtements de la veille. J'avais un goût de cuivre dans la bouche et ma tête me lançait, un mal de tête qui n'avait rien à voir avec la tension mais tout à voir avec le traumatisme. Pendant exactement 3 secondes, je ne me suis souvenu de rien. J'étais juste une femme qui se réveillait sur son canapé, un peu confuse de savoir pourquoi elle était là. Puis tout est revenu en force. La porte de la chambre, la lumière couleur miel, le sourire de Madison. Je me suis forcé à me lever. Je me suis forcé à monter. J'ai passé devant la chambre. Je ne pouvais pas y entrer. Pas encore. Peut-être jamais. Et dans la salle de bain des invités. J'ai pris une douche aussi chaude que possible, essayant de brûler la sensation de violation. Ça n'a pas marché. Je me suis habillé avec des vêtements propres, je me suis regardé dans le miroir. La femme qui me regardait était une étrangère. Son visage était pâle, tiré. Ses yeux semblaient vides. Mais elle était toujours intacte, toujours debout, toujours en train de respirer. Fais semblant jusqu'à ce que ça devienne vrai, ai-je pensé. Puis fais semblant jusqu'à ce que tu saches ce que tu fabriques. Marlène arrivait à midi. J'avais 2 heures pour me retransformer en mère. Pour mettre le masque de la normalité et cacher le fait que mes entrailles avaient été vidées et remplacées par du verre brisé. Je suis descendu, j'ai fait du café. Le rituel mécanique était réconfortant. Mesurer le café, verser l'eau, appuyer sur le bouton, attendre. Des étapes simples, des objectifs réalisables. Mon téléphone avait 17 nouveaux messages. Je les ai tous ignorés. À 11h57, la voiture de Marlène s'est garée dans l'allée. Je l'ai regardée par la fenêtre de la cuisine. Ma belle-fille, 23 ans, ma plus grande réussite. La seule chose purement bonne que Logan et moi ayons créée ensemble. Elle portait un jean et un pull bleu qui rendaient ses yeux encore plus verts, souriant en remontant l'allée, si complètement, innocemment heureuse. Je voulais construire un mur autour d'elle pour la garder dans ce moment, avant la connaissance, avant que tout ne change. Maman. Elle m'a serré dans ses bras à la porte, toute chaleur et énergie. Tu as l'air fatigué. Ça va? Juste mal dormi. Tu sais ce que c'est. Nous nous sommes assises à la table de la cuisine avec son ordinateur portable, regardant des meubles pour son appartement. Des canapés, des tables basses et des étagères. Toutes les choses dont les jeunes ont besoin quand ils construisent leur premier vrai espace d'adulte. Elle était excitée, bavardant sur sa vision de l'endroit. Je souriais et hochais la tête et donnais des avis, et tout le temps je criais à l'intérieur. Ton père me trompe avec Madison. Madison voulait que je les surprenne. Tout ce que tu penses être réel est un mensonge. Mais je n'ai rien dit de tout ça. J'ai joué mon rôle. La mère qui soutient. La vie qui n'existait plus. Où est papa? A demandé Marlène nonchalamment en faisant défiler les options de table à manger. La question a atterri comme un coup de poing. Au travail. Gros projet. Il travaille toujours ces derniers temps. Elle a levé les yeux. Tout va bien entre vous? Trop perspicace. Elle l'avait toujours été. Bien sûr, ma chérie. Pourquoi? Je ne sais pas. Vous avez l'air stressés tous les deux ces derniers temps. Distrait. C'est juste la vie, ai-je dit en souriant d'une manière qui donnait l'impression que mon visage se fissurait. Rien à craindre. Elle m'a étudié un moment, plus longtemps que confortable, puis a hoché la tête. Mais tu me le dirais si quelque chose n'allait pas, n'est-ce pas? Bien sûr que je le ferais. Un autre mensonge. Il venait si facilement maintenant, s'empilant comme des briques dans un mur entre nous. Nous avons passé une autre heure sur les meubles. J'ai commandé le déjeuner. De la nourriture thaïlandaise, son plat préféré. Nous avons mangé, parlé et ri,
et c'était comme être un acteur dans une pièce où tout le monde pensait que le scénario était réel. En partant, elle m'a de nouveau serré dans ses bras. « Je t'aime, maman. Tu es la meilleure. Je t'aime aussi, ma chérie. » Je l'ai regardé s'éloigner en voiture. Puis je suis rentré à l'intérieur et enfin, je me suis laissé pleurer. Les larmes sont venues par vagues. Des sanglots violents et tremblants qui m'ont plié en deux. J'ai pleuré pour le mariage que j'avais perdu, pour la confiance qui était brisée, pour l'innocence de ma fille que je devrais détruire, pour la version de moi-même qui s'était réveillée hier matin en croyant encore en sa vie. J'ai pleuré jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien, jusqu'à ce que je sois vide, creusé et essoré. Puis j'ai arrêté, je me suis assise, j'ai essuyé mon visage, j'ai regardé autour de la cuisine. Quelque chose changeait en moi. Quelque chose de froid et de tranchant émergeant des décombres. C'était comme de la clarté, comme de la rage distillée en quelque chose de pur et de concentré. J'avais passé assez de temps à être dévasté. Il était maintenant temps de réfléchir. Madison voulait que je voie. Elle avait orchestré ma découverte, ce qui signifiait qu'il ne s'agissait pas seulement d'une liaison. Il s'agissait de pouvoir, de prouver quelque chose, de me prendre quelque chose et de s'assurer que je le sache. J'ai sorti mon ordinateur portable, j'ai ouvert un navigateur, j'ai commencé à chercher. Les profils de Madison sur les réseaux sociaux se sont chargés sur l'écran, Instagram, Facebook, LinkedIn. Je les avais déjà vus, bien sûr. J'avais aimé ses photos, commenté des choses encourageantes sur ses publications. Mais je ne les avais jamais vraiment regardées. Pas avec ce nouvel œil, pas en essayant de voir ce qui se cachait en dessous. J'ai fait défiler son Instagram en arrière. 6 mois, 1 an, 2 ans. Les photos racontaient une histoire que j'avais été trop confiante pour lire. Elle chez nous. Des dizaines de photos chez nous. La photo de Thanksgiving que j'avais vue hier, mais aussi des barbecues du 4 juillet, le matin de Noël, des dîners du dimanche au hasard. Toujours positionnée près de Logan. Dans les photos de groupe, elle avait toujours fini à côté de lui. Des photos de restaurants que je reconnaissais, des endroits que Logan m'avait dit être des dîners d'affaires. En arrière-plan des selfies soigneusement recadrés de Madison, je pouvais parfois voir une autre table, une autre personne. J'ai agrandi une photo d'il y a 4 mois. Là, en arrière-plan flou, le profil de Logan, ses cheveux poivre et sel distinctifs. 4 mois. Il avait dit 3 mois, donc c'était un mensonge aussi. Ou peut-être qu'il avait perdu le compte. Peut-être qu'il y avait eu tant de mensonges qu'il ne pouvait plus les garder droits. J'ai continué à faire défiler en arrière, jusqu'à l'époque où Marlène et Madison étaient devenus amies. Une photo de leurs années d'université. Une fête. Madison au premier plan, magnifique dans une robe courte, tenant un gobelet rouge, riant. La légende, parfois, il suffit de trouver une meilleure famille. Les commentaires étaient encourageants. Des émojis de cœur. Tu mérites le meilleur. Je t'aime, ma fille. Mais je le voyais différemment maintenant. La meilleure famille. Elle avait cherché une meilleure famille et elle avait trouvé la nôtre. Ou peut-être qu'elle avait trouvé Logan. Plus de photos, plus de preuves d'une intégration de plusieurs années dans nos vies. Des fêtes d'anniversaire, des sorties décontractées. Elle avait été une présence constante, si progressive dans son infiltration que nous ne l'avions jamais remise en question. J'ai trouvé son Facebook, moins actif, mais avec des publications plus anciennes de ses années d'université, avant qu'elle ne rencontre Marlène. Des photos d'une Madison différente, plus dure, plus rebelle. Des photos de boîtes de nuit, des photos de fêtes et des légendes sur les problèmes de confiance et les personnes brisées. Puis, il y a 3 ans, un changement. Des photos plus douces, plus filtrées. Une refonte consciente de son image. Juste au moment où elle a rencontré Marlène. J'ai cliqué sur sa liste d'amis, j'ai fait défiler, je me suis arrêté à un nom qui m'a retourné l'estomac. Logan. Ils étaient amis sur Facebook, depuis 2 ans. J'ai cliqué sur son profil, me sentant comme si je regardais la page d'un étranger. Quand avait-il accepté sa demande d'amis? Me l'avait-il dit? Je ne me souvenais pas. Mais pourquoi l'aurais-je remis en question? Elle était la meilleure amie de Marlène. Bien sûr qu'ils se connecteraient sur les réseaux sociaux. Ça ne signifiait rien. Sauf que ça signifiait tout. J'ai vérifié leur interaction. Il avait aimé des dizaines de ses photos au cours des 2 dernières années.
J'aime, innocent, des photos de groupe, des photos de paysages. Rien d'inapproprié. Mais le schéma était là. Une attention constante, un engagement régulier. Est-ce que ça avait commencé en ligne? L'avait-il ciblé numériquement d'abord, ou la connexion en ligne n'avait-elle été qu'un autre outil dans un jeu plus long? Mon téléphone a sonné. Logan. J'ai refusé l'appel. Il a immédiatement rappelé. Refusé. Un texto est apparu. Nous devons parler de la suite. S'il te plaît, Claire. Je sais que tu es en colère, mais nous devons trouver une solution. La suite? Comme s'il y avait une feuille de route pour ça. Comme s'il y avait un protocole pour reconstruire un mariage après avoir trouvé son mari au lit avec la meilleure amie de sa fille. Je n'ai pas répondu. J'ai continué à chercher. LinkedIn. Le profil professionnel de Madison. Coordinatrice des réseaux sociaux dans une agence de marketing de charme. Avant cela, divers postes de débutants. Avant cela, un diplôme en communication de l'université d'État où elle avait rencontré Marlène. J'ai cliqué sur ses relations. J'ai fait défiler, je me suis arrêté. Plusieurs personnes de l'entreprise de Logan. Pas seulement Logan. Ses partenaires, ses associés, sa secrétaire. Quand les avait-elle contactés? J'ai ouvert un nouvel onglet, j'ai cherché Madison Carter et le nom de l'entreprise de Logan ensemble. Rien n'est apparu. Mais j'ai continué à creuser. J'ai vérifié les comptes de réseaux sociaux de l'entreprise. Là. Il y a 6 mois, une photo d'un événement caritatif de l'entreprise. Madison en arrière-plan, parlant à l'un des partenaires de Logan. La légende mentionnait la présence des amis et de la famille. Logan l'avait-il invité? En tant qu'invité de qui? En tant qu'ami de Marlène ou en tant que quelque chose d'autre? Les pièces s'assemblaient pour former une image que je ne voulais pas voir. Ce n'était pas juste une liaison. C'était calculé, méthodique. Elle s'était frayé un chemin dans sa vie, dans notre vie, pendant des années, tissant des liens, créant des opportunités, se positionnant. Mais pourquoi? Quel était le but final? J'ai pensé à son passé. La mère absente, le père qui s'était remarié et avait tout recommencé. L'enfance passée à se sentir indésirable et remplacée. Puis elle avait rencontré Marlène, qui avait tout ce que Madison n'avait pas. Une famille stable, 2 parents qui s'aimaient, la sécurité financière, la sécurité émotionnelle. Tout ce que Madison voulait. Alors elle a décidé de le prendre. Non pas par l'amitié. Par substitution. Elle ne voulait pas faire partie de notre famille. Elle voulait être moi. Le sourire, ce sourire victorieux, avait du sens maintenant. Elle avait gagné. Elle avait séduit mon mari. Elle avait infiltré tous les coins de ma vie. Et elle s'était assurée que je le sache, parce que ma connaissance faisait partie de la victoire. Je devais l'avoir gagnée. Je devais assister à mon propre remplacement. Sauf qu'elle avait mal calculé une chose. Je n'étais pas encore parti. Je me suis rassise, j'ai fermé l'ordinateur portable. Mes larmes avaient séché. Mes mains étaient stables. Quelque chose de cristallin et de froid s'était formé dans ma poitrine, là où mon cœur était autrefois. Je ne pouvais pas le dire à Marlène. Pas encore. Cela causerait exactement le chaos que Madison voulait. Marlène serait dévastée, se blâmerait probablement d'une manière ou d'une autre, serait déchirée entre sa loyauté envers moi et son amitié avec Madison. La famille se fracturerait publiquement, douloureusement, exactement comme Madison l'avait conçu. Si je devais faire ça, je devais le faire bien. Je devais laisser Madison penser qu'elle avait gagné. Je devais laisser Logan penser qu'il y avait une chance de réconciliation. Je devais continuer à jouer mon rôle pendant que je trouvais comment retourner le scénario. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé Logan. Il a répondu à la première sonnerie. Claire, Dieu merci. J'ai été. Nous devrions parler, ai-je dit. Ma voix était calme, mesurée. Mais pas encore. J'ai besoin de temps pour digérer. Quelques jours. Bien sûr. Tout ce dont tu as besoin. Merci. Ne promets rien, Logan. J'ai juste besoin de réfléchir. Je comprends. Je te laisserai de l'espace. Mais Claire, je pensais ce que j'ai dit. Je t'aime. Je veux arranger ça. Je sais,
ai-je dit, le laissant entendre ce qu'il voulait entendre. Le laissant penser qu'il y avait de l'espoir. On parlera bientôt. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse en dire plus. Ensuite, j'ai fait quelque chose qui m'a donné la chair de poule. J'ai texté Madison. Nous devrions parler. Un café demain. Juste nous. La réponse est venue en quelques secondes. Oui, bien sûr. Merci d'être disposé. Quelle heure? 10 heures le Greenhouse Café. J'y serai. J'ai posé le téléphone, j'ai regardé autour de ma cuisine, de ma maison, de ma vie qui avait été violée, envahie et volée morceau par morceau. Mais c'était toujours la mienne. Et j'allais la reprendre. Non pas par la rage, pas par la confrontation publique. Par quelque chose de plus précis, de plus dévastateur. J'allais utiliser leurs armes contre eux. La tromperie, la manipulation, la cruauté calculée. Si Madison voulait jouer à des jeux, je lui montrerais ce qui se passe quand on joue contre quelqu'un qui n'a plus rien à perdre. Le Greenhouse Café était l'endroit préféré de Madison. Elle me l'avait dit une fois, il y a 6 mois, pendant un déjeuner où elle s'était confiée sur un mauvais rendez-vous. Je me sens toujours mieux ici, avait-elle dit. C'est comme mon espace de sécurité. C'est pourquoi je l'ai choisi, pour la rencontrer dans son espace de sécurité et le lui enlever. Je suis arrivé 15 minutes en avance. J'ai commandé une tisane que je ne boirais pas. J'ai choisi une table près de la fenêtre où la lumière du matin éclairerait mon visage juste comme il faut. Je m'étais habillé avec soin. Un pull marine, un maquillage minimal, les cheveux tirés en arrière. L'image d'une femme blessée essayant de se ressaisir. Tout était stratégique maintenant. Chaque choix était une arme. Madison est arrivée exactement à l'heure. Elle s'était habillée avec soin aussi. Un jean et un chemisier simple, un maquillage naturel, les cheveux lâchés et doux. Le costume de la contrition. Nous jouions toutes les deux un rôle. Elle m'a vu, a hésité près de la porte. Je l'ai regardée prendre une grande inspiration, se ressaisir, puis s'approcher. Claire, merci de me rencontrer. Elle s'est assise en face de moi, les mains jointes sur la table. Je n'étais pas sûr que tu viendrais. J'ai failli ne pas venir. Je suis tellement désolé. Je sais que je n'arrête pas de le dire, et je sais que ça ne répare rien, mais j'ai besoin que tu le saches. Pourquoi, ai-je interrompu, en gardant une voix douce. Blessé mais en quête de réponse. Pourquoi l'as-tu fait? Elle a baissé les yeux. Je n'ai pas de bonne réponse. Essaie. Pause. Elle choisissait ses mots avec soin, décidant quelle version de la vérité me dire. J'étais seul. Il m'a prêté attention. Ça a commencé innocemment, juste des conversations, parlant de la vie, du travail et de la famille. Puis c'est devenu plus. Au moment où j'ai réalisé ce qui se passait, j'étais trop impliqué. C'était une bonne histoire. Crédible. Le genre d'explication qui la peignait comme une victime des circonstances plutôt qu'une architecte de la destruction. Quand est-ce que ça a commencé? Il y a environ 3 mois. Après l'événement caritatif de son entreprise. L'événement où elle avait été photographiée en arrière-plan. L'événement auquel elle avait assisté en tant qu'invitée de qui? Mais je n'ai pas posé cette question. Pas encore. Comment t'es-tu retrouvée à cet événement? Ai-je demandé à la place, comme si j'étais juste curieuse, essayant juste de comprendre. Logan m'a invité. Il a dit que les partenaires amenaient des amis et de la famille, et comme Marlène ne pouvait pas venir, il a pensé que ce serait bien d'avoir quelqu'un qui connaissait la famille. Malin. Plausible, et peut-être même vrai, selon la façon dont elle avait manœuvré cette invitation. C'était gentil de sa part, ai-je dit. Elle a hoché la tête, a pris une gorgée du café qu'elle avait commandé. Ses mains étaient stables. Pas de tremblement, pas de culpabilité visible. Quoi qu'elle ressente, elle le maîtrisait parfaitement. Que se passe-t-il maintenant, a-t-elle demandé. Avec toi et Logan. Je ne sais pas. Il veut qu'on arrange les choses. Et toi? Elle s'est légèrement penchée en avant, inquiète, attentionnée. Je sais que je n'ai aucun droit de demander, mais penses-tu que tu pourras lui pardonner? Voilà la vraie question, celle qui comptait pour elle. Parce que si je pardonnais à Logan, si notre mariage survivait, alors sa victoire était incomplète. Elle serait reléguée à une note de bas de page.
La liaison que Logan avait surmontée. Mais si je le quittais? Je ne sais pas, ai-je dit honnêtement. Une partie de moi le veut. Nous avons construit une vie ensemble. Mais je ne sais pas si je pourrai jamais lui faire confiance à nouveau. La confiance est tout, a dit Madison doucement. Sans ça, à quoi bon? Elle encourageait le divorce. Subtilement, mais elle l'encourageait certainement. Plantant des graines de doute, s'assurant que la blessure ne guérisse pas, et toi, ai-je demandé. As-tu des sentiments pour lui? Elle a semblé surprise par la franchise. C'est compliqué. Décomplique. Une pause plus longue. Elle décidait à nouveau. Quelle part de vérité dire? Quelle part cachée? Je tiens à lui, a-t-elle finalement dit. Mais je sais que ça ne peut aller nulle part. Il t'aime. Il me l'a dit clairement. J'étais une erreur qu'il a faite et maintenant c'est fini. Est-ce que c'est fini? Oui, complètement. J'y ai mis fin hier, après. Après que tu aies découvert. Je lui ai dit que nous ne pouvions plus continuer comme ça. Noble de sa part. Prenant le dessus, se positionnant comme celle qui a pris la décision mature d'y mettre fin. Peu importe quelle est orchestrée ma découverte. Peu importe le sourire. Ce sourire, ai-je dit en la regardant. Quoi? Quand je suis entré, tu m'as souri. Son expression n'a pas changé. Ne s'est pas transformée en panique ou en défense. Elle m'a juste regardé fixement. J'étais sous le choc, a-t-elle dit. Je ne me souviens même pas. Je ne souriais pas. J'étais horrifié. Mensonge calculé, mais livré si doucement que j'y aurais presque cru si je ne l'avais pas vu moi-même. Peut-être que j'ai mal interprété, ai-je dit en reculant, la laissant penser que j'étais incertaine, semant le doute dans ma propre mémoire. Tout s'est passé si vite. Claire, je te le promets, je n'ai ressenti qu'une horreur absolue à ce moment-là. Je me sens toujours horrible. J'ai tout gâché. Elle a tendu la main sur la table, a posé la sienne sur la mienne. Le contact m'a donné la chair de poule, mais je n'ai pas retiré ma main. Je sais que ça n'aide pas, a-t-elle poursuivi. Mais te perdre ton amitié, ta confiance, c'est la pire partie de tout ça. Tu as été comme une mère pour moi, meilleure que ma propre mère, et j'ai détruit ça. Je me déteste pour ça. La performance était impeccable. Ses yeux brillaient de larmes. Sa voix tremblait. Si je ne savais pas mieux, je croirais chaque mot. Mais je savais mieux. Et Marlène, ai-je demandé. Madison a retiré sa main. A baissé les yeux. C'est ce qui me tue le plus. Elle ne doit jamais le savoir. Ça la détruirait. Détruirait notre amitié. Détruirait la façon dont elle voit à la fois son père et moi. Tu veux que je mente à ma fille? Je veux que tu la protèges. Il y a une différence. Y en a-t-il une? Claire, s'il te plaît. Je sais que je n'ai pas le droit de te demander quoi que ce soit, mais Marlène ne mérite pas ça. Elle t'aime. Elle aime son père. Elle vous aime, toi et Logan, ensemble. Si ça sort, elle perd tout ça. Est-ce vraiment ce que tu veux? C'était de la manipulation déguisée en préoccupation. Me rendant responsable de la douleur de Marlène. Faisant passer la vérité pour de la cruauté et le mensonge pour de l'amour. Je n'ai pas encore décidé quoi lui dire. Pense juste à ce qui lui sert le mieux, pas à ce qui te fait te sentir mieux ou à ce qui punit Logan et moi. Ce qui aide réellement Marlène. J'ai voulu lui jeter mon thé au visage. J'ai voulu crier qu'elle aurait dû penser à Marlène avant de coucher avec le père de Marlène. Mais je ne l'ai pas fait. Je suis resté calme, dans mon personnage. Tu as raison, ai-je dit. Je dois penser à Marlène. Un éclair de soulagement a traversé le visage de Madison. Juste un instant. Puis de nouveau l'inquiétude. Comment vas-tu, a-t-elle demandé. Vraiment? Je suis dévasté. Je n'imagine même pas. S'il y a quoi que ce soit que je puisse faire. Il n'y en a pas, nous sommes restés assis en silence. Le café bourdonnait autour de nous. Des gens normaux ayant des matinées normales, commandant des lattes et des pâtisseries et discutant de leurs projets de week-end. Personne ne regardait notre table et ne voyait les décombres. Je devrais y aller, a finalement dit Madison. Mais Claire, merci de m'avoir rencontré, de m'avoir écouté.
Je sais que ça ne change rien, mais j'avais besoin que tu entendes à quel point je suis désolé. Elle s'est levée, a mis son sac à l'épaule, m'a regardé avec ses yeux bleus qui n'avaient jamais semblé froids jusqu'à maintenant. J'espère qu'un jour tu pourras me pardonner, a-t-elle dit. Peut-être un jour, ai-je répondu. Elle est partie. Je l'ai regardée sortir, monter dans sa voiture, s'éloigner. Puis je suis resté assise là pendant encore 10 minutes, sirotant un thé qui avait refroidi, pensant à tout ce qu'elle avait dit et à tout ce qu'elle n'avait pas dit. Elle était douée, plus que douée. Si je n'avais pas vu ce sourire, j'aurais peut-être cru à sa contrition. Mais je l'avais vue, et je savais la vérité. Elle n'était pas désolée. Elle gérait la situation. S'assurant que je reste silencieuse, s'assurant que Marlène ne découvre jamais rien, s'assurant que lorsque je quitterai inévitablement Logan parce que c'est ce qu'elle attendait, elle serait parfaitement positionnée pour prendre la relève. L'amie inquiète, la femme qui le comprenait, celle qui avait été là. Elle attendrait un temps respectable, 6 mois, peut-être 1 an. Puis elle commencerait à le voir ouvertement. Marlène serait choquée au début, peut-être en colère, mais Madison présenterait cela comme quelque chose qui s'est développé plus tard, après le divorce, après que tout se soit calmé. Elle dirait qu'ils avaient trouvé du réconfort l'un dans l'autre, que l'amour arrive de manière inattendue, qu'elle n'avait jamais voulu que ça arrive. Marlène finirait par l'accepter, parce que Madison était sa meilleure amie et Logan était son père. Et quel choix aurait-elle? Madison emménagerait dans ma maison, dormirait dans mon lit, organiserait les fêtes à ma table, deviendrait la belle-mère de Marlène. Finalement, elle aurait tout ce qu'elle voulait. Ma vie, parfaitement transférée à elle comme un organe donné. C'était le plan. Je le voyais si clairement. Et j'allais le réduire en cendres. J'ai pris mon téléphone, j'ai passé un appel. Jenkins, enquête privée. Comment pouvons-nous vous aider? J'ai besoin d'engager quelqu'un, ai-je dit. Pour de la surveillance et des recherches d'antécédents. Quelle est la situation? Mon mari a une liaison. J'ai besoin de documentation, de tout. Où ils se rencontrent, à quelle fréquence, les communications si possible. Et j'ai besoin d'une vérification approfondie des antécédents de l'autre femme. Nous pouvons le faire. Quand voulez-vous commencer? Aujourd'hui. Le nom de l'enquêtrice était Tara Bennett. Milieu de la quarantaine, anciennement de la police de New York, dirigeant maintenant son propre cabinet privé. Elle m'a rencontré dans un café de l'autre côté de la ville, un endroit où je n'étais jamais allé, un endroit où Madison et Logan ne penseraient jamais à chercher. J'ai lu vos formulaires initiaux, a dit Tara en se glissant dans la banquette en face de moi. Elle était directe, professionnelle, avec des yeux vifs qui voyaient probablement tout. Votre mari est la meilleure amie de votre fille. C'est compliqué. C'est un mot pour le dire. Que espérez-vous obtenir de cette enquête? Une procédure de divorce, des poursuites pénales, juste la tranquillité d'esprit? Je ne sais pas encore. Tout ce qui précède, peut-être. J'ai juste besoin de comprendre toute l'étendue de ce qui s'est passé. Elle a hoché la tête. Logique. Voici ce que je peux faire, surveillance des deux parties, documentation des rencontres et des communications si possible, vérification complète des antécédents de Madison Carter, dossiers financiers s'ils sont accessibles, analyse de l'empreinte numérique. La totale. Combien de temps cela prendra-t-il? Ça dépend de ce qu'on trouve. La surveillance commence immédiatement. La vérification des antécédents, je peux avoir des résultats préliminaires en 48 heures. Une analyse plus approfondie prend plus de temps. Faites-le. Ce n'est pas bon marché. Ça m'est égal. Elle m'a cité un chiffre qui m'a fait bondir le cœur. Mais j'avais mon propre argent. J'avais travaillé tout au long de notre mariage, maintenu ma carrière, mon indépendance. Je n'avais jamais eu besoin de Logan financièrement. L'une des choses dont j'étais fier. Maintenant, j'en étais reconnaissante. Une dernière chose, ai-je dit. J'ai besoin de savoir s'il y en a d'autres femmes. Si c'est un schéma. L'expression de Tara s'est légèrement adoucie. Vous pensez qu'elle n'est pas la première? 3 mois, ça ne ressemble pas à une première liaison. On dirait qu'il a de l'entraînement. Je vais enquêter. Relevé de cartes de crédit, registre d'hôtel, journaux d'appel si nous pouvons y accéder. S'il y en a d'autres, nous les trouverons. Nous avons finalisé les détails. Elle commencerait la surveillance cet après-midi-là.
Des mises à jour tous les 2 jours. Tout documenté, tout recevable au tribunal si nécessaire. En quittant cette réunion, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis que j'avais ouvert la porte de la chambre, un but. Je n'étais plus seulement une victime. J'étais une enquêtrice, une stratège. Les 2 semaines suivantes ont été un exercice d'acting. J'ai joué l'épouse blessée envisageant la réconciliation. J'ai rencontré Logan 2 fois pour des discussions où je l'ai laissé s'excuser, le laisser pleurer, le laisser faire des promesses de thérapie, d'engagement et de ne plus jamais s'égarer. J'ai hoché la tête. J'ai écouté. Je l'ai même laissé me tenir la main une fois. Tout cela pendant que Tara et son équipe documentaient tout. Ils se voyaient toujours. Malgré les affirmations de Madison que c'était fini, malgré les promesses larmoyantes de Logan, ils se rencontraient toujours. Plus prudemment maintenant. Des hôtels différents, toujours payés en espèces. Des téléphones prépayés que le spécialiste technique de Tara a réussi à identifier. Ils étaient prudents, mais pas assez. Tara a obtenu des photos. Horodatées, géolocalisées. Indéniables. Logan entrant dans une chambre d'hôtel. Madison arrivant 15 minutes plus tard. Tous 2 partant séparément après 2 heures. Cela s'est produit 3 fois en 2 semaines. Chaque fois que je voyais les photos, quelque chose mourait en moi. La petite partie stupide de moi qui avait espéré qu'il disait la vérité. Que peut-être c'était vraiment fini. Que peut-être ses remords étaient sincères. Ce n'était pas le cas. Il mentait toujours. Il la choisissait toujours. Il pensait toujours qu'il pouvait avoir les 2. La vérification des antécédents de Madison s'est avérée plus intéressante que prévu. Tara m'a tendu un dossier épais. Vos instincts étaient bons. Cette fille a un schéma. Je l'ai ouvert, j'ai commencé à lire. Les années d'université de Madison étaient plus compliquées que je ne le savais. Elle avait été impliquée dans un scandale pendant sa 3e année, une liaison avec un professeur marié. L'affaire avait été étouffée, résolue discrètement, mais Tara avait trouvé les dossiers. La femme du professeur avait déposé une plainte au titre de l'article 9. Rien n'en est ressorti officiellement, mais le professeur avait été encouragé à démissionner. Elle avait 20 ans, a dit Tara, ciblant déjà des hommes mariés plus âgés avec quelque chose à perdre. Il y en avait plus. Après l'université, avant d'obtenir son emploi actuel, elle avait travaillé brièvement dans un cabinet d'avocats. Renvoyée après 6 mois. La raison officielle était un mauvais rendement, mais Tara avait parlé à d'anciens collègues. Madison avait eu une liaison avec l'un des associés, un autre homme marié. Cette fois-là, la femme l'avait découvert et avait posé un ultimatum. Madison a été renvoyée pour sauver le mariage. Elle a déjà fait ça, ai-je dit, me sentant malade. Plusieurs fois. Elle cible des hommes stables et prospères dans des relations établies, s'introduit par des relations légitimes école, travail, amis, se rend indispensable, puis frappe. Pourquoi? Tara a haussé les épaules. Sans une évaluation psychologique, je ne peux que deviner. Mais le schéma suggère qu'elle n'est pas seulement attirée par les hommes mariés. Elle est attirée par ce qu'ils représentent, la stabilité, le succès, la famille qu'elle n'a pas eue. Elle veut prendre ce que ces autres femmes ont. Elle veut être moi. Plus ou moins. Et elle s'est améliorée avec la pratique. Le professeur, elle était jeune et négligente. Elle s'est fait prendre rapidement. L'avocat, elle a duré plus longtemps mais a encore fait des erreurs. Avec votre mari, elle a été méthodique, construisant la relation sur des années, s'intégrant dans la structure familiale, se rendant inévitable. J'ai pensé à toutes ces fêtes, tous ces dîners, toutes ces fois où je l'avais accueillie chez nous en pensant être gentille. Elle m'étudiait, m'apprenait, se préparait à me remplacer. Il y a autre chose, a dit Tara. Elle a sorti un autre document. Son activité sur les réseaux sociaux. Mon technicien a fait une analyse approfondie. Elle a effacé des publications, supprimant systématiquement tout ce qui ne correspond pas à l'image qu'elle cultive maintenant. Quel genre de publication? Des photos de fête, des selfies provoquants, tout ce qui la rendait moins saine. Elle se refait une image depuis environ 3 ans, juste au moment où elle a rencontré votre fille. Créant une présence en ligne plus propre, plus respectable. Préméditation. Tout était prémédité. Et Logan, ai-je demandé. A-t-il déjà fait ça? L'expression de Tara est devenue compatissante.
Pas que je puisse trouver. Aucun schéma de liaison, aucune charge suspecte ou séjour à l'hôtel avant Madison. Soit il a été incroyablement prudent, soit elle est vraiment sa première. Je ne savais pas quelle réponse je voulais entendre. Première, signifiait que tout notre mariage n'avait pas été un mensonge, juste la fin. Plusieurs, signifiait que j'avais été une idiote depuis le début. Cependant, a poursuivi Tara, j'ai trouvé quelque chose d'intéressant dans ses finances. Au cours des 6 derniers mois, il a déplacé de l'argent. De petites sommes transférées sur un compte séparé. Votre nom n'y figure pas, mon sang s'est glacé. Combien? Environ 40 000 $ jusqu'à présent. 40, je n'ai pas pu finir la phrase. Ça pourrait être une épargne innocente, des investissements, mais combiné à tout le reste, on dirait qu'il se prépare à quelque chose. Peut-être qu'il prévoit de partir. Peut-être qu'il se constitue un pécule pour sa nouvelle vie avec elle. Il prévoyait un avenir avec elle tout en vivant encore dans notre maison, dormant dans notre lit, me disant qu'il voulait arranger les choses. La trahison était si stratifiée, si complète, que j'ai presque ri. Je veux tout, ai-je dit. Chaque photo, chaque reçu, chaque enregistrement. Je veux un dossier complet sur eux deux. Et je veux une preuve des transferts financiers. Tout documenté et prêt pour le tribunal. Vous portez plainte? Je vais faire plus que porter plainte. Le plan. J'ai passé la semaine suivante à planifier comme si j'orchestrais une campagne militaire. Chaque mouvement calculé, chaque éventualité considérée. Logan pensait que je décidais encore de notre mariage. J'avais maintenu l'illusion, le rencontrant pour des dîners tristes et silencieux où il me tenait la main et promettait de faire mieux. Où je pleurais juste assez pour avoir l'air brisé mais pas irréparable. J'essaie, lui disais-je. J'ai juste besoin de plus de temps. Prends tout le temps dont tu as besoin, disait-il, croyant qu'il me reconquérait. Madison pensait que je protégeais Marlène, gardant la liaison secrète pour préserver l'innocence de ma fille. Elle m'avait même envoyé quelques textos avec des messages inquiets. Comment tiens-tu le coup, et, je pense à toi. Et, fais-moi savoir si tu as besoin de quoi que ce soit. Je répondais brièvement, froidement, maintenant juste assez de contact pour qu'elle se croie en sécurité. Marlène ne savait toujours rien. C'était la partie la plus difficile, voir ma fille, lui parler, prétendre que tout allait bien alors que cette énorme vérité se dressait entre nous comme un mur. Mais j'avais besoin de son ignorance encore un peu plus longtemps. Ce que je préparais nécessitait la surprise. J'ai rencontré une avocate spécialisée en divorce, la meilleure de la ville, Catherine Morrison, connue pour décimer les conjoints infidèles au tribunal. Je veux tout ce à quoi il a droit et rien de plus, lui ai-je dit. Je n'essaie pas de le détruire financièrement, mais je veux ce qui est juste, et je veux qu'il soit documenté que le mariage a pris fin à cause de son infidélité. Catherine a examiné les preuves de Tara, a hoché la tête avec approbation. C'est en béton. Plusieurs cas d'adultère, tromperie continue, irrégularité financière. Vous obtiendrez un règlement équitable, peut-être plus compte tenu de son comportement. Et l'argent qu'il a déplacé? Nous soutiendrons qu'il cachait des actifs en préparation du divorce. Le tribunal n'apprécie pas cela. Nous pourrons probablement le récupérer, plus une compensation. Bien. Cela ressemblait à de la justice. Mais le divorce n'était que le cadre juridique. Ce n'était pas le vrai plan. Le vrai plan concernait l'exposition, la vérité, s'assurer que tout le monde sache exactement qui était Madison et ce qu'elle avait fait. Non pas par cruauté, mais par protection. Parce que tant que le schéma de Madison restait caché, elle continuerait à le faire, à cibler des familles, à détruire des vies. Quelqu'un devait l'arrêter. J'ai commencé à tout rassembler. L'enquête de Tara, la vérification des antécédents, la chronologie de ses liaisons précédentes, les publications sur les réseaux sociaux supprimées que l'expert technique de Tara avait récupérées, des captures d'écran de messages entre Madison et Logan que l'expert avait extraites des sauvegardes dans le cloud. Les messages étaient accablants. Pas seulement sexuels. Cela aussi était là, assez explicite pour me donner envie de vomir. Mais aussi calculateur. Madison parlant de moi. Elle ne se doute de rien. Madison parlant de Marlène. Elle serait dévastée si elle savait. Madison parlant de leur avenir. Une fois le divorce finalisé, nous pourrons être ensemble ouvertement. Ils avaient planifié ça, planifié ma sortie de ma propre vie. J'ai tout compilé dans un document.
Organisé, chronologique, indéniable. Puis j'ai planifié la révélation. L'anniversaire de Marlène était dans 3 semaines. Elle avait prévu un dîner, intime, juste entre amis proches et famille. Madison était invité, bien sûr. Logan prévoyait de venir, même si nous étions séparés. Marlène m'avait demandé d'essayer d'être civil pour une nuit, pour son anniversaire. J'avais accepté. Je lui avais dit que je pouvais être mature à ce sujet. Le dîner aurait lieu à l'appartement de Marlène. Décontracté, mais agréable. Elle avait mentionné peut-être 15 personnes. Parfait. J'ai appelé Marlène. Ma chérie, je pensais, pourquoi ne pas faire ton anniversaire ici, à la maison? Plus d'espace et je peux t'aider à cuisiner. Pour le rendre vraiment spécial. Tu es sûre, maman? Avec tout ce qui se passe entre toi et papa. C'est ton anniversaire. Je peux gérer une soirée. De plus, ça me manque d'organiser. Laisse-moi faire ça pour toi. Elle était hésitante mais a accepté. Marlène avait toujours aimé les fêtes chez nous. Notre salle à manger, notre jardin, la cuisine où elle avait grandi. Elle voulait ce confort, surtout maintenant que le mariage de ses parents s'effondrait. J'ai passé les 3 semaines suivantes à préparer. Pas seulement la fête. La révélation. J'ai demandé à un ami technicien de m'aider à mettre en place une présentation. Les preuves organisées en un récit clair et convaincant, photos, textos, chronologie, tout. Je la diffuserai sur la télévision du salon. Après le dîner, avant le dessert, quand tout le monde serait à l'aise et sans méfiance. Cruel? Peut-être. Mais Madison avait choisi la cruauté en premier, avait orchestré mon humiliation, avait souri pendant que ma vie se brisait. La vengeance est un plat qui se mange froid. J'ai aussi veillé à ce que certaines personnes soient sur la liste des invités. Les amis de Marlène, évidemment. Les collègues de Madison. Marlène travaillait maintenant dans la même entreprise. Ils seraient naturellement invités. Les partenaires commerciaux de Logan. Marlène les avait rencontrés lors d'événements d'entreprise, les considérait comme des amis de la famille. Et j'ai fait un ajout spécial. La femme de l'avocat avec qui Madison avait eu une liaison. Elle s'appelait Patricia. Elle vivait en ville. Je l'avais trouvée grâce à l'enquête de Tara, je l'avais contactée par un message Facebook soigneusement formulé. Vous ne me connaissez pas, mais nous avons quelque chose en commun. J'aimerais vous parler. Nous nous étions rencontrés pour un café. Je lui ai raconté mon histoire. Elle m'a raconté la sienne. La douleur dans ses yeux correspondait à la mienne. J'ai essayé d'avertir les gens à son sujet, a dit Patricia. J'ai posté à ce sujet sur des forums, mais elle a menacé de poursuites judiciaires. Diffamation. J'ai dû tout supprimer. Et si vous n'aviez pas à le faire? Et s'il y avait des preuves? Je lui avais montré les preuves, j'avais regardé son visage alors qu'elle reconnaissait le schéma de Madison, ses méthodes. Elle recommence, a murmuré Patricia. Mon Dieu, elle fait exactement ce qu'elle nous a fait. Aidez-moi à l'arrêter. Et Patricia avait accepté. Elle viendrait à la fête en tant qu'invitée, mon ami. Personne ne saurait qui elle était jusqu'au moment de la révélation. 3 semaines. J'ai cuisiné les plats préférés de Marlène, j'ai décoré la maison, j'ai joué l'hôtesse gracieuse, planifiant la célébration de sa fille. Logan est passé pour déposer un cadeau pour Marlène quelques jours avant la fête. C'est bien de ta part, a-t-il dit. D'organiser malgré tout. Marlène apprécie vraiment. C'est ma fille. Je ferai n'importe quoi pour elle. Je sais. Il m'a regardé avec quelque chose qui aurait pu être de l'amour ou de la culpabilité. Claire, après la fête, on pourra parler? Vraiment parler de notre avenir. Bien sûr, ai-je dit, j'ai souri. Je l'ai laissé espérer. Il est parti en croyant que je m'adoucissais. Que peut-être une réconciliation était possible, que sa patiente campagne de remords fonctionnait. Madison a texté, est-ce que c'est bizarre si je viens à la fête de Marlène? Je ne veux pas rendre les choses inconfortables pour toi. J'ai répondu, viens. Marlène veut que tu sois là. Je peux gérer ça. Tu es incroyable, Claire. Vraiment, ta force à travers tout ça est incroyable. Je n'ai pas répondu à ça. Je ne pouvais pas me fier à moi-même pour maintenir la façade par texto. La nuit avant la fête,
j'ai tout revu une dernière fois. Les preuves étaient en béton. La présentation était prête. Les invités étaient confirmés. Marlène a appelé, excitée pour le lendemain. J'ai hâte, maman. Ça va être parfait. Ça le sera, ma chérie, ai-je dit. Ça le sera vraiment. Je le pensais, mais pas de la manière qu'elle pensait. Le lendemain soir, alors que les invités commençaient à arriver chez moi pour la fête d'anniversaire de ma fille, je me sentais calme, étrangement calme, le genre de calme qui vient quand on a fait la paix avec l'idée de tout réduire en cendres. Marlène était radieuse, 24 ans, belle, gentille et sans méfiance. Elle m'a serré dans ses bras en arrivant. Merci pour ça, maman, d'être si forte. Toujours, mon bébé. Logan est arrivé ensuite, mal à l'aise, mais essayant. Nous nous sommes salués poliment, comme de lointaines connaissances au lieu de mari et femme. Madison est arrivée en retard, comme il se doit, magnifique dans une robe bleue. Elle a serré Marlène dans ses bras, lui a tendu un cadeau emballé, puis s'est tournée vers moi. Claire, merci de m'avoir invité. Bien sûr, ai-je dit, j'ai souri. Je l'ai laissé se croire en sécurité. La fête s'est remplie de gens. Les amis de Marlène, ses collègues, les amis de la famille. Patricia est arrivée et je l'ai présentée comme une nouvelle amie que j'avais rencontrée récemment. Personne n'a posé de questions. Nous avons dîné, ri, porté un toast à Marlène. Tout était parfait, normal, et exactement ce qu'une fête d'anniversaire devrait être. Puis je me suis levé. Avant le gâteau, ai-je dit, j'aimerais partager quelque chose. Une petite présentation. Marlène, ma chérie, cela fait partie de ton cadeau. Marlène a semblé confuse, mais ravie. Maman, tu n'aurais pas dû. Je le voulais. J'ai pris la télécommande, j'ai allumé la télévision. Tout le monde, si vous pouviez vous rassembler dans le salon un instant. Ils sont entrés, curieux, sans méfiance. Madison se tenait près du fond, à côté de Logan. Je les ai vus échanger un regard. Bref. Discret. Le premier éclair d'inquiétude. Marlène se tenait devant, excitée de voir ce que sa mère avait préparé. J'ai appuyé sur lecture. L'écran s'est rempli de textes. La vérité sur Madison Carter. Le sourire de Marlène a vacillé. Maman, qu'est-ce que... Regarde juste, ma chérie. La présentation a commencé. Elle a commencé par la liaison. Des photos de Logan et Madison entrant dans des hôtels. Des horodatages. Des lieux. Des preuves indéniables. La pièce est devenue silencieuse. Le visage de Marlène s'est vidé de sa couleur. Elle s'est tournée pour regarder Madison, puis Logan, puis de nouveau l'écran. Non, a-t-elle murmuré. Non, ce n'est pas, mais c'était le cas. Et la présentation a continué. Des textos entre eux, projetés assez grands pour que tout le monde puisse les lire. Des messages explicites, des messages de planification, des messages sur moi. Elle ne se doute de rien. Et, c'est plus facile que je ne le pensais. Et, bientôt, nous pourrons arrêter de faire semblant. Puis est venue l'histoire de Madison. Le professeur, l'avocat, le schéma exposé en détail chronologique clair. Patricia s'est avancée. C'est moi, a-t-elle dit en montrant une photo à l'écran. Mon mari. Ce qu'elle a fait à ma famille. Madison était devenue blanche. C'est. Tu ne peux pas, je peux, ai-je dit calmement. C'est tout vrai, tout documenté, tout réel. Logan essayait de s'approcher de Marlène, qui s'est brusquement écartée de lui comme s'il l'avait brûlée. Marlène, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Expliquer? La voix de Marlène s'est brisée. Expliquer quoi? Que tu couches avec ma meilleure amie? Que vous m'avez tous les deux menti? Marlène, je suis désolé. Je n'ai jamais voulu. A commencé Madison. Ne le fais pas, la voix de Marlène était aussi tranchante que du verre. N'ose pas me parler. La présentation a continué. Plus de preuves, plus d'histoires. Les publications supprimées de Madison sur les réseaux sociaux, récupérées et affichées, des photos d'elle avec d'autres hommes mariés, des preuves de sa refonte systématique de son image, de son infiltration calculée dans notre famille. La pièce était d'un silence de mort, à l'exception de l'audio de la présentation. Moi, narrant la chronologie,
expliquant chaque élément de preuve avec une précision clinique. Certains invités avaient commencé à enregistrer sur leur téléphone. Je m'y attendais, je l'avais même souhaité. Cela devait se propager au-delà de cette pièce. Quand la présentation s'est terminée, l'écran est devenu noir. J'ai allumé les lumières. Madison pleurait. Tu n'as pas le droit. C'est de la diffamation. Je vais te poursuivre en justice pour. Pourquoi? Catherine Morrison est sortie de l'endroit où elle se tenait, près du fond. Je n'avais pas mentionné que j'avais invité mon avocate. Pour dire la vérité? Tout ce qui se trouve dans cette présentation est un fait documenté. Vous êtes libre d'essayer de poursuivre, mais la phase de communication des preuves serait fascinante. La bouche de Madison s'est refermée. Logan me fixait comme s'il ne m'avait jamais vu. Claire, pourquoi ferais-tu ça? Pourquoi ici? Pourquoi devant Marlène? Parce que Marlène méritait de connaître la vérité, ai-je dit. Parce qu'elle allait finir par le découvrir, et je voulais qu'elle l'entende de moi, avec des preuves, pour qu'elle ne puisse pas être manipulée par vos mensonges. Tu nous as piégés. Comme Madison m'a piégé. Ma voix s'est élevée pour la première fois. Comme elle a orchestré ma découverte, comme elle m'a souri pendant que je vous trouvais dans notre lit. Marlène a émis un son, un sanglot qui semblait venir de quelque part de profond et de brisé. Elle a souri. Elle a souri, ai-je confirmé. Parce que ce n'était jamais juste une liaison, Marlène. C'était un plan calculé pour prendre ma vie, pour me pousser dehors et prendre ma place. Regarde les preuves. Regarde son histoire. C'est ce qu'elle fait. Marlène s'est tournée vers Madison. C'est vrai? L'as-tu fait? Essayais-tu de? Les larmes de Madison avaient cessé. Son visage se durcissait. Le masque se fissurait, révélant quelque chose de froid en dessous. Tu n'as aucune idée de ce que c'est, a-t-elle dit. De grandir sans rien. De regarder tout le monde avoir des familles parfaites, des vies parfaites. Tu avais tout, Marlène. Tout ce que je n'ai jamais eu. Alors tu as essayé de le voler. La voix de Marlène tremblait. Tu as fait semblant d'être mon ami tout en couchant avec mon père. Tout en prévoyant de détruire ma famille. Je n'essayais pas de la détruire. J'essayais d'en faire partie. En remplaçant ma mère? Le silence de Madison était une réponse suffisante. Marlène s'est tournée vers Logan. Et toi? Comment as-tu pu? Comment as-tu pu faire ça à maman? À moi. Marlène, j'ai fait une terrible erreur. Erreur? Marlène a ri, un rire dur et amer. Une erreur, c'est oublier un anniversaire. Ça, c'est. Elle n'a pas pu finir. Elle s'est tournée vers moi. Maman, je suis tellement désolé. Je l'ai fait entrer dans nos vies. Je lui ai fait confiance. Je pensais. Ce n'est pas de ta faute, ai-je dit fermement en allant vers elle. Rien de tout ça n'est de ta faute. Tu as fait confiance à des gens que tu aimais. Ce n'est pas mal. Ce sont eux qui ont trahi cette confiance. J'ai tenu ma fille dans mes bras pendant qu'elle pleurait. Par-dessus son épaule, j'ai regardé les autres invités avec dégoût. Plusieurs partenaires commerciaux de Logan le regardaient avec des expressions qui disaient que sa réputation professionnelle venait de prendre un coup. Les collègues de Madison chuchotaient, téléphone sorti, textant déjà d'autres personnes de leur entreprise. L'exposition était complète. Patricia s'est approchée de Madison. Je t'avais dit que quelqu'un finirait par t'arrêter. Je t'avais dit que ça te rattraperait. Madison l'a regardée avec une haine pure. Vieille amère. Attention, a dit Catherine. Il y a des témoins, et contrairement à ce qui est sur cet écran, la diffamation réelle a des conséquences. Madison a attrapé son sac à main. Je pars. Bonne idée, ai-je dit. Et Madison, si tu contactes ma fille, mon mari ou moi à nouveau, j'obtiendrai une ordonnance restrictive. Et je m'assurerai que tous les employeurs de cette ville sachent exactement ce que tu fais aux familles. Tu ne peux pas faire ça. Je peux. Et je le ferai. Tu as construit ta vie en cachant ton schéma. Je vais m'assurer qu'ils te suivent partout. Elle est partie. La porte a claqué derrière elle. Plusieurs invités sont partis peu après, mal à l'aise face aux décombres dont ils avaient été témoins. Mais certains sont restés. Les vrais amis de Marlène, les gens qui se souciaient d'elle,
de la vérité. Logan se tenait seul au centre de la pièce. « Claire, a-t-il dit. On peut parler en privé. » « Non. Tout ce que tu as à dire peut être dit devant notre fille. » Il a regardé Marlène. « Je t'aime. Je sais que je t'ai terriblement blessé, mais tu es ma fille et je t'aime plus que tout. » « Juste pas plus que tu ne voulais de Madison, » a dit Marlène doucement. « Ce n'est pas. Ce n'était pas comme ça. » « Alors c'était comment, papa? Aide-moi à comprendre comment tu as pu faire ça. » Il n'avait pas de réponse. Aucune explication qui ne sonnerait pas creuse. « Catherine, ai-je dit, peux-tu donner les papiers à Logan? » Catherine a sorti une enveloppe de son sac, l'a tendue à Logan. « Vous êtes assigné. La procédure de divorce commence lundi. » Ses mains tremblaient en la prenant. « Claire, s'il te plaît, ne fais pas ça. On peut arranger ça. Thérapie, temps. Tout ce dont tu as besoin. Ce dont j'ai besoin, c'est d'un divorce. Ce dont j'ai besoin, c'est de ne plus jamais te voir en dehors des procédures judiciaires. Ce dont j'ai besoin, c'est que tu quittes ma maison. C'est aussi ma maison. Plus pour longtemps. » Catherine a déposé une requête d'urgence. « Compte tenu des preuves de votre infidélité et de vos irrégularités financières, je suis convaincu que le juge m'accordera l'occupation exclusive temporaire. Vous avez 24 heures pour récupérer vos affaires essentielles. Tout le reste sera géré par les avocats. » Son visage s'est décomposé. « Tu fais vraiment ça? Tu l'as fait quand tu as choisi de me trahir chaque jour pendant 3 mois. Pardon, 6 mois, puisque c'est la vraie chronologie. Tu as fait le choix. Ceci n'est que la conséquence. » Il a regardé autour de la pièce les invités qui restaient, tous le regardant avec des degrés variables de jugement. Marlène, qui ne voulait pas croiser son regard. Moi, debout, grande et impassible. « Je vais y aller, » a-t-il finalement dit. « Mais Marlène, s'il te plaît, appelle-moi quand tu seras prête. S'il te plaît. » Marlène n'a rien dit. Il est parti, les épaules voûtées, l'air d'avoir 20 ans de plus qu'à son arrivée. Les invités restants sont partis lentement, chacun s'arrêtant pour serrer Marlène dans ses bras, lui dire qu'ils étaient là si elle avait besoin de quelque chose, me dire que j'étais courageuse, forte, que j'avais fait ce qu'il fallait. Finalement, il ne restait plus que Marlène et moi. Mère et fille, dans la maison où elle avait grandi, entourée des ruines de sa fête d'anniversaire. « Je suis désolé, » ai-je dit. « Je suis tellement désolé de l'avoir fait de cette façon, mais j'avais besoin que tu vois la vérité. J'avais besoin que tu aies des preuves pour qu'il ne puisse pas la déformer, qu'il ne puisse pas te faire douter. Maman. » Elle a pris mes mains. Son visage était strié de larmes et dévasté, mais ses yeux étaient clairs. « Tu m'as protégé. Tu aurais pu me le dire il y a des semaines. Faire en sorte que ce soit mon fardeau à porter, mais tu l'as porté seul jusqu'à ce que tu aies tous les faits. Jusqu'à ce que tu puisses me montrer la vérité d'une manière que je ne pouvais pas nier. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. Je sais. Mais papa et Madison l'ont fait. Ils nous ont fait du mal à toutes les deux. » Elle m'a serré dans ses bras. « Je t'aime, maman. Et je suis si fier de toi d'avoir été assez forte pour faire ça. » Nous sommes restés là, nous tenant l'une l'autre, pendant que mon cœur se brisait et se réparait simultanément. J'avais perdu mon mariage, mais j'avais gardé ma fille. J'avais gardé la seule chose qui comptait le plus. « Je peux rester ici ce soir ?» a demandé Marlène. « Je ne veux pas être seule. »« Tu peux rester aussi longtemps que tu veux. C'est ta maison. » Nous avons nettoyé les débris de la fête ensemble, jeté des assiettes de gâteaux non mangés, rangé les décorations, effacé les preuves physiques de la pire fête d'anniversaire de l'histoire. « C'est fini entre Madison et moi, » a dit Marlène pendant que nous travaillions. « Je ne veux plus jamais la revoir. » Je comprends. Toutes ces années, j'ai cru qu'elle était ma meilleure amie. Je lui ai tout dit, et pendant tout ce temps, elle. La voix de Marlène s'est brisée. Comment vais-je faire confiance à quelqu'un à nouveau? De la même manière que moi. Prudemment. Mais tout le monde n'est pas comme eux. La plupart des gens sont bons. Honnêtes. Nous devons juste être plus prudentes avec qui nous laissons s'approcher. Marlène a hoché la tête. Je vais avoir besoin de thérapie. Moi aussi. On trouvera quelqu'un de bien. On traversera ça ensemble. Ensemble. Mon téléphone a vibré.
Un texto de Logan. Je suis désolé pour tout. Tu méritais mieux. Je l'ai supprimé sans répondre. Un autre texto d'un numéro que je ne reconnaissais pas, tu vas le regretter. Me faire passer pour la méchante ne changera rien à ce qui s'est passé. Madison, d'un autre numéro. Toujours incapable d'accepter ses responsabilités. J'ai transféré le texto à Catherine avec une note, ajoutée au dossier de harcèlement, puis j'ai bloqué le numéro. Marlène et moi sommes restés éveillés tard à parler. Elle a pleuré. J'ai pleuré. Nous avons mangé de la glace directement dans le pot, regardé des films stupides et commencé lentement le processus de guérison. Vers 2 heures du matin, Marlène s'est endormie sur le canapé. Je l'ai couverte d'une couverture, je l'ai regardée dormir comme je le faisais quand elle était petite. Puis je suis monté dans la chambre. Je l'avais évité depuis ce jour-là, dormant dans la chambre d'amis, mais il était temps. J'ai ouvert la porte, j'ai allumé la lumière. Le lit était toujours fait. Je n'y avais jamais touché après. La pièce avait l'air normale, innocente, comme si rien de terrible ne s'était passé ici. J'ai défait le lit, chaque drap, chaque thé d'oreiller. Je les ai descendus et je les ai jetés à la poubelle. Pas à la lessive, à la poubelle. Certaines choses ne pouvaient pas être nettoyées. Puis je suis retourné à l'étage et j'ai ouvert le placard de Logan. J'ai commencé à sortir des vêtements, les empilant sur le sol. Il avait 24 heures pour récupérer ses affaires. J'allais lui faciliter la tâche. Toutes ses affaires en un seul tas, prêtes à partir. Au fond de son placard, j'ai trouvé une boîte. Petite, en velours. Mon cœur s'est serré. Une boîte à bijoux. Je l'ai ouverte. À l'intérieur se trouvait un collier, en or blanc, délicat, avec un petit pendentif en diamant. Cher, de bon goût. Il y avait un reçu dans la boîte. Acheté il y a 3 semaines. Le même jour où il m'avait apporté des fleurs. Mes mains tremblaient. Le collier n'était pas pour moi. J'avais reçu des fleurs. C'était pour elle. Sauf que maintenant, il n'y avait plus de « elle ». Leur relation était exposée, détruite. Il ne pouvait plus le donner à Madison maintenant. Alors il essaierait probablement de me le donner. Une offrande de paix, un cadeau de réconciliation, espérant que je ne saurais jamais qu'il était destiné à quelqu'un d'autre. Le calcul, la froideur, tout s'est clarifié. J'ai remis le collier dans la boîte, je l'ai placé sur le tas de ses vêtements. Il pouvait l'avoir, le donner à qui il voulait. Ça ne signifiait rien pour moi. J'ai fini de vider ses affaires. Produits de salle de bain, livres de sa table de chevet, photos où il apparaissait dans une boîte, prête à être emportée. Je l'effaçais de mon espace, de ma vie. Ça a pris des heures. Au moment où j'ai eu fini, le soleil se levait. La chambre avait l'air différente, mais aussi plus propre, comme si j'avais enlevé quelque chose de toxique. J'ai fait le lit avec des draps propres, je me suis allongé et j'ai attendu de ressentir quelque chose. De la tristesse, du regret, du deuil pour le mariage que j'avais perdu. Au lieu de ça, j'ai ressenti du soulagement. Et quelque part sous l'épuisement et la douleur, autre chose. La liberté. Les semaines suivantes se sont déroulées dans un tourbillon de procédures judiciaires, de séances de thérapie et de lente reconstruction. Logan est venu chercher ses affaires. Je n'étais pas là. Catherine l'avait déconseillé. Marlène n'était pas là non plus. Elle avait temporairement emménagé avec moi, incapable d'affronter la solitude, ne voulant pas encore voir son père. Il a laissé un mot sur le comptoir de la cuisine. Je regretterai ça pour le reste de ma vie. Je suis désolé d'avoir tout jeté pour quelque chose qui ne signifiait rien. Tu méritais mieux. Marlène méritait mieux. J'espère qu'un jour vous pourrez toutes les deux me pardonner. Je l'ai lu une fois, je l'ai mis dans un dossier intitulé « Divorce, divers ». Je n'ai rien ressenti. La vidéo de la fête d'anniversaire de Marlène s'était répandue. Pas de manière virale. J'avais demandé aux invités de ne pas la publier publiquement, et la plupart avaient respecté cela. Mais au sein de notre cercle social, du cercle d'affaires de Logan, du cercle professionnel de Madison, elle avait fait le tour. Les partenaires commerciaux de Logan ont pris leur distance avec lui. Pas officiellement, il travaillait toujours là, mais la dynamique avait changé. La confiance était rompue. Son jugement était remis en question. Plusieurs clients ont demandé des gestionnaires de comptes différents. Madison a été licencié de son travail.
Marlène me l'a dit doucement, sans satisfaction. Environnement de travail hostile, a expliqué Marlène. Plusieurs personnes ont dit qu'elle ne pouvait pas travailler avec elle après avoir vu ce qu'elle avait fait. Son patron a décidé qu'il était plus facile de la laisser partir. Comment te sens-tu par rapport à ça, ai-je demandé. Je ne sais pas. Une partie de moi pense qu'elle le mérite. Une partie de moi se sent coupable de penser ça. Elle a fait ses choix. Ce sont les conséquences. Madison a essayé de contacter Marlène plusieurs fois. Appel, texto, se présentant à l'appartement de Marlène. Marlène a bloqué son numéro, a obtenu une ordonnance restrictive quand Madison n'a pas arrêté. Elle n'arrête pas de dire que je ne comprends pas, m'a dit Marlène après un incident particulièrement bouleversant. Qu'elle essayait juste d'avoir une famille, qu'elle m'aimait comme une sœur et papa comme, elle n'a pas pu finir. Elle réécrit l'histoire, ai-je dit, se faisant passer pour la victime. Ne la laisse pas faire. J'essaie de ne pas le faire. La procédure de divorce a progressé. Logan a d'abord contesté le règlement, arguant que la maison était un bien matrimonial et que le partage devait être égal. Catherine a détruit cet argument avec les dossiers financiers, l'argent qu'il avait déplacé, les cadeaux qu'il avait achetés à Madison avec des cartes de crédit communes, les chambres d'hôtel, tout. Le juge n'a pas été sympathique. J'ai eu la maison, la majorité de nos économies et une pension alimentaire équitable. Logan a eu ce qui restait de sa réputation et l'appartement qu'il avait loué. Il demande si vous voulez le rencontrer, m'a dit Catherine après une audience. Il dit qu'il a besoin de tourner la page. Dites-lui non. Il peut trouver la conclusion chez un thérapeute. Elle a souri. Déjà fait. Marlène a commencé une thérapie individuelle pour traiter la trahison, la confiance brisée, le deuil compliqué de perdre une amie et de voir le mariage de ses parents se dissoudre. Je suis allé voir un autre thérapeute pour des problèmes similaires. Vous avez fait quelque chose d'extraordinaire, m'a dit mon thérapeute, le Dr Wells, lors d'une séance. La plupart des gens se taisent. Cachent la vérité. Vous l'avez exposée. Je les ai humiliés publiquement. Vous les avez tenus responsables publiquement. Il y a une différence. Y en a-t-il une? Parfois, je me demande si je suis allé trop loin. Si j'aurais dû gérer ça en privé. Est-ce que la vie privée aurait protégé les futures victimes du schéma de Madison? Est-ce que cela aurait donné à Marlène les preuves dont elle avait besoin pour comprendre que ce n'était pas de sa faute? Non. Alors vous avez fait ce que vous deviez faire. Non pas par cruauté, mais par souci de vérité. Je voulais le croire. La plupart des jours, je le croyais. D'autres jours, je me demandais si j'étais devenu aussi cruel que Madison, juste d'une manière différente. Mais ensuite, je me souvenais du sourire, de ce sourire victorieux et calculé, et je savais que j'avais fait ce qu'il fallait. 3 mois après l'exposition, j'ai reçu un appel de Patricia, la femme de l'avocat. 2 autres femmes m'ont contacté, a-t-elle dit. Elles ont vu la vidéo. Elles ont aussi été impliquées avec Madison. Des époques différentes, des villes différentes. Le même schéma. Elles veulent savoir si nous montons un dossier. Un dossier pourquoi? Je ne sais pas exactement. Peut-être une action civile. Peut-être juste un avertissement public. Mais elles veulent aider à documenter son histoire. S'assurer que c'est là, pour quiconque cherche son nom sur Google. Elles pourraient poursuivre pour diffamation. Pas si c'est vrai. Et nous avons des preuves. Nous toutes. J'y ai pensé. À savoir si plus d'exposition, plus de vengeance, plus de honte publique aiderait ou ne ferait que perpétuer le cycle. Laisse-moi y réfléchir, ai-je finalement dit. Claire, merci pour ce que vous avez fait. Vous nous avez donné la permission de ne plus nous taire. Après qu'elle ait raccroché, je suis resté avec ça. L'idée que ma vengeance, ma justice, ma vérité avait donné du pouvoir à d'autres. Est-ce que cela valait la douleur de la méthode? Je n'étais toujours pas sûr. Marlène a eu une promotion au travail. Un nouveau département, loin des gens qui avaient été témoins du drame. Un nouveau départ professionnel. Je pense à déménager, m'a-t-elle dit un soir au dîner. Pas loin, mais dans mon propre appartement. Rendre mon appartement vraiment accueillant au lieu d'un arrêt temporaire. C'est bien, ai-je dit, le pensant, même si mon cœur se serrait à l'idée qu'elle parte à nouveau. Tu pourrais venir avec moi, a-t-elle offert.
prendre un appartement ensemble. Un nouveau départ pour nous deux. J'ai envisagé la possibilité. Quitter la maison, quitter les souvenirs, tout recommencer. Mais non. C'est ma maison, ai-je dit. Je ne vais pas laisser ce qui s'est passé ici me chasser. Je vais la reconquérir. La rendre à nouveau mienne. C'est courageux. Où t'es-tu? Les deux, a dit Marlène en souriant. Certainement les deux. 6 mois après l'exposition, le divorce a été finalisé. Catherine a appelé avec la nouvelle. C'est fait. Vous êtes officiellement célibataire. Célibataire. Le mot semblait étrange après 19 ans à être en couple, défini par rapport à quelqu'un d'autre. J'étais juste moi-même. Comment vous sentez-vous? A demandé Catherine. Libre, ai-je dit, et je le pensais. J'ai redécoré la chambre. Nouvelle peinture, nouveaux meubles, tout neuf. J'ai effacé toute trace de Logan jusqu'à ce que ce ne soit que mon espace. Mon sanctuaire. J'ai commencé à sortir de manière décontractée. Rien de sérieux. Juste me souvenir de ce que c'était que d'être vue comme une femme, pas seulement une épouse ou une mère. Marlène s'est épanouie, s'est fait de nouveaux amis, a commencé à voir un gars de son nouveau département. Gentil, stable, complètement déconnecté des décombres du passé. Et lentement, douloureusement, nous avons toutes les deux guéri. 1 an après avoir ouvert cette porte de chambre, j'étais dans un café quand je l'ai vue. Madison. Elle avait l'air différente, plus mince, plus dure. Ses cheveux étaient plus courts, plus foncés. Mais j'aurais reconnu ce visage n'importe où. Elle était avec un homme, plus âgé, une alliance visible. Ils étaient assis près l'un de l'autre, parlant avec intensité, et je les regardais se pencher et lui toucher le bras avec une aisance étudiée. Le schéma se répétait. Nos regards se sont croisés à travers le café. La reconnaissance a scintillé dans ses yeux. Puis autre chose, ce même calcul froid que j'avais vu dans notre chambre. Elle a souri. Pas victorieuse cette fois, mais pas honteuse non plus. C'était un sourire qui disait, « Tu ne m'as pas brisé. Tu ne m'as pas arrêté. Je suis toujours là. » Mon premier instinct a été la rage. L'envie de m'approcher, d'avertir l'homme, de l'exposer à nouveau. Mais je ne l'ai pas fait. Parce que j'ai compris quelque chose à ce moment-là. Madison serait toujours Madison. Elle continuerait à le faire, à cibler des familles, à essayer de prendre ce que d'autres avaient construit. Et je ne pouvais pas passer ma vie à la suivre, à avertir les gens. Je ne pouvais pas la laisser occuper plus de mon temps, de mon énergie, de ma vie. Elle en avait déjà pris assez. J'ai souri en retour. Pas le sourire blessé d'une victime. Pas le sourire amer de quelqu'un encore piégé dans le passé. Un sourire de quelqu'un qui avait survécu, qui s'était battu, qui avait reconstruit. Un sourire qui disait, « Tu voulais ma vie. Tu as essayé de prendre ma place, mais je suis toujours là, plus forte, libre. Et tu fais toujours la même chose désespérée, poursuivant la même victoire creuse. » Un sourire qui disait, « J'ai gagné. » Je me suis levé, j'ai rassemblé mes affaires et je suis passé devant sa table sans un mot. J'ai quitté le café, l'ai laissé à sa prochaine victime, à son prochain plan, à sa prochaine tentative de combler le vide qui la rongeait. Parce qu'elle n'était plus mon problème. J'ai conduit jusqu'à la maison que j'avais reconquise, jusqu'à la vie que j'avais reconstruite. Marlène venait dîner. Je préparais ses pâtes préférées. Nous allions regarder un film, rire et simplement exister dans la paix que nous avions si durement conquise. Dans l'allée, je suis resté un moment dans ma voiture, j'ai regardé ma maison, mon foyer, l'endroit où tout s'était effondré et où j'avais lentement reconstitué les morceaux. Ce n'était plus comme avant. Je n'étais plus la même. Les fissures étaient toujours visibles si on savait où regarder. Mais les fissures laissent entrer la lumière. Et j'étais pleine de lumière maintenant. Une lumière durement acquise, éprouvée par la bataille. J'avais surpris mon mari avec la meilleure amie de ma fille. J'avais vu le sourire de Madison, ce sourire cruel et victorieux, et il m'avait presque détruite. Mais seulement presque. Parce que j'avais choisi de me battre, d'exposer la vérité, de refuser d'être effacé. J'avais perdu un mariage, mais j'avais gardé ma dignité, ma fille et, plus important encore, moi-même. Et à la fin, c'était tout. Je suis sorti de la voiture, j'ai déverrouillé ma porte d'entrée, je suis entré dans ma maison la tête haute. Derrière moi, le passé est resté à sa place.
Devant moi, l'avenir attendait, incertain, oui, mais mien. Et alors que je commençais à préparer le dîner, me préparant pour une soirée avec ma fille, j'ai aperçu mon reflet dans la fenêtre de la cuisine. Je souriais. Non pas de douleur, pas d'amertume. De paix, de pouvoir, avec la connaissance tranquille que j'avais survécu à l'insurmontable et que j'en étais sorti plus forte. Madison m'avait souri dans cette chambre, pensant qu'elle avait gagné. Mais cette fois, c'était moi qui souriais. Et cette fois, c'était la vérité.